Nous sommes le mardi 17 décembre 2024 et vous écoutez l'émission spéciale Sony qui clôture la 9e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, pour le grand final de la saison 9 du podcast, on va parler techno et plus particulièrement des nouvelles technologies au service de la photographie d'action signée Sony. Nous recevons pour l'occasion Fabrice Abuaf, Senior Product Manager Digital Imaging chez Sony France et le photographe Glenn Gervaux, spécialisé entre autres en photographie de presse de sport. Eh ben c'est parti, dernière émission, mon Benjamin, de cette saison 9. Cette saison, oui, tu vas me manquer énormément, mais je vais être aussi très content de ne plus te voir toutes les semaines pendant un petit moment. Bon, je sais pas, mais en attendant, il faut sourire, Arthur, parce qu'on est filmé. Voilà. Aujourd'hui, on est filmé. Ça, c'est une première. Donc, c'est la dernière, mais c'est la première fois qu'on a des caméras comme ça qui se sont immiscées dans l'enceinte du studio. Donc, we'll see. On va voir ce que ça donne. Bon, aujourd'hui, on va parler photos de sport, on va parler aussi photos animalières, on va parler photos d'action d'une manière générale et on va parler technologie. Et on retrouve pour notre plus grand plaisir Fabrice qui nous fait l'honneur de revenir. Ça fait 1 an que tu n'es pas venu, Fabrice, ça fait trop longtemps. Tu viens pas suffisamment dans ce studio. Ça fait tant que ça ? 1 an pile poil, quasiment jour pour jour. Non, promis, je reviendrai plus souvent. Je vais te représenter quand même pour nos chers auditeurs. Année après année, je rajoute des années à ta carrière. Donc... En 2024, cela fait près de 17 ans, Fabrice, que tu travailles dans l'industrie de la photographie. Après cette formation dans cette prestigieuse école que nous avons partagée tous les deux, l'ENS Louis Lumière. La dernière fois que tu es venu ici, c'était donc l'année dernière et on avait parlé de l'Alpha 9 Mark III, un boîtier résolument tourné vers la photo d'action, justement. Et je pense qu'on va en reparler beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Depuis l'année dernière, on a vécu les Jeux Olympiques de Paris 2024 et on a vu sortir des images qui ont été tout simplement exceptionnelles. Fabrice, en un mot, est-ce que tu peux nous raconter un peu le dispositif que Sony Monde, alors je ne sais pas si c'est Sony France ou Sony Monde, a déployé pour les photographes au cours de ces JO? Alors, comme toutes les marques, je veux dire, on était présents effectivement sur la partie relations photographes, support aux photographes. Et c'est pas Sony France uniquement, parce que voilà, c'est beaucoup trop gros, c'est un événement mondial. Donc c'est Sony Monde, beaucoup de nos collègues du service pro européen, japonais étaient présents pour gérer les prêts. Alors, je peux pas te dire la quantité de matériel qu'il y avait, mais c'était absolument colossal. On a fait plus de 1200 prêts. On a accompagné les journalistes sur des prêts, on va dire, de moyenne et longue durée, ce qui est un atout pour eux. Et puis pour nous, pour leur permettre de découvrir, ceux qui ne savent pas encore, découvrir le matériel Sony. Et on avait notamment l'Alpha One première génération. Est-ce qu'il y avait le Mark II au JO de Paris ? Absolument pas. Non, pas du tout. Même pas avec des petits bouts de scotch dessus, en mode discretos. Non. Il n'y avait pas de Mark II. Parce qu'on recherche les gaffeurs en général. Glenn peut le confirmer. Non, par contre, il y avait beaucoup d'A9 Mark III, beaucoup d'Alpha One, beaucoup de 300 mm, beaucoup de 400, beaucoup de 600, beaucoup de matériel pro pour à un moment donné bien comprendre tout l'intérêt de la techno Sony pour tous ces photographes d'agence et indépendants qui étaient présents sur les Jeux Olympiques et les Paralympiques aussi juste après. Bon, si tu devais résumer les Jeux Olympiques en une seule photo qui t'a particulièrement marqué, ce serait laquelle ? Ou pas, peu importe. C'est impossible de résumer les Jeux Olympiques en une seule photo. Il y a eu une production d'images absolument colossale, faite avec du boîtier Sony, comme faite aussi avec d'autres boîtiers, par des photographes incroyables. C'est tout ça. Nous, on considère qu'on a apporté, on va dire, notre technologie pour une grosse part des photos assez incroyables. Et surtout, on commence à essayer de faire comprendre aux photographes ce que peut apporter, on va en parler tout à l'heure, les nouvelles techno, Sony, Global Shutter, pré-capture, à usage professionnel, bien entendu. Bon, super. Pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir et de rencontrer même pour la première fois Glenn Gervaux. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et une fois n'est pas coutume, je vais te
présenter succinctement à nos auditeurs. Donc, tu es photographe indépendant depuis 10 ans, basé à Paris. L'une de tes spécialités est la photographie de sport et particulièrement de baseball et softball, des disciplines que tu suis au niveau français et européen depuis 2013 comme photographe officiel de la fédération. Tes images sont diffusées en France et à l'international via de nombreuses agences de presse, Icon Sportswire, NBA Entertainment, MLB, Xinhua News Agency, Max PPP, Getty Images ou encore Panoramic. Avant cela, tu as passé 11 ans à travailler pour Nokia, où tu as terminé ta carrière par le poste de directeur de la qualité. Glenn, si je comprends bien, tu as eu 2 vies et j'aimerais que tu m'expliques comment on passe de directeur de la qualité Nokia à photographe de sport professionnel. Je pense qu'on a loupé à un moment donné quelque chose. Si je dois aller plus loin, mes études, moi je finis mes études aux États-Unis. Je suis botaniste de formation. Alors, rien à voir avec Nokia du coup. Mais alors rien à voir. Donc moi je suis malheureusement obligé de revenir en France pour mon service militaire. Oui, je sais, je suis de cette génération. On parle pas d'âge ici, mais ça donne 2-3 indications. Ouais, oui. Donc je reviens pour mon service militaire que finalement je ne fais pas et pour des problèmes familiaux je ne peux pas repartir puisque en fait je devais repartir pour faire un PhD aux États-Unis, je ne repars pas. Et donc, je bourlingue parce que quand on est passé aux États-Unis, c'est compliqué en France de reprendre ses études. Vraiment, je peux le dire. Et donc, en fait, je passe par plein de métiers à droite à gauche. Et finalement, le bug de l'an 2000 me permet de rentrer dans l'industrie des SS2I et je m'auto-forme sur un logiciel de business intelligence et finalement je rentre après quelques années chez Nokia où je fais une carrière plutôt bonne, je dois dire. Malheureusement, je fais partie d'un plan social. Entre-temps, j'étais tombé dans la photographie quand j'étais aux États-Unis pour immortaliser mon séjour et j'ai continué. En 2013, je deviens le photographe de la Fédé de baseball, qui est, le baseball est ma deuxième passion, mais une passion, énormément. Le baseball, c'est depuis que j'ai 11 ans. Vous êtes beaucoup à le photographier, le baseball, en France ? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de baseball en France, déjà, pour commencer ? Alors, en France, il y a 15 000 licenciés. Quand même ? Ouais. Il y a 15 000 licenciés. Il y a un championnat qui ne fait championnat de Ligue 1, une forme de Ligue 1, hein, on appelle ça la première division, qui ne fait qu'augmenter, avec énormément de joueurs qui viennent de l'étranger. Donc en fait, il y a très peu de joueurs français qui sont payés, mais il y a beaucoup de joueurs étrangers, américains, vénézuéliens, cubains qui viennent et qui sont payés. Alors attention, on ne parle pas de salaire de Ligue 1, ni même de Ligue 2 ou même de National 1 en foot. On parle de salaires qui sont vraiment très bas. Mais le fait d'avoir des joueurs étrangers qui arrivent en France permet effectivement d'élever le niveau. Et donc, on a un championnat qui devient de plus en plus compétitif. Okay. Voilà. Et et puis accident de la vie, je me retrouve à décider ce que je veux faire pour une deuxième partie de ma vie, parce que je pense que à 48 ans on est encore jeune, n'est-ce pas? Et donc je décide de passer professionnel en photo. Alors j'avais déjà mon auto-entreprise, donc ce qui permet en fait d'être à la fois salarié et pro. Moi j'ai jamais voulu, je fais partie de ces photographes qui sont je dois dire, je ne supporte pas les gens qui font de la photo gratuitement. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde, surtout pas la photo. Donc moi, je n'ai jamais pu donner mon travail gratuitement. Si on donne son travail, c'est qu'il vaut rien. Voilà, c'est tout. Donc j'ai toujours été payé pour faire mon travail au niveau de la Fédé. Okay. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir être représenté par des agences assez rapidement, et ce qui m'a permis d'avoir une carte de presse du ministère des Affaires étrangères. On en a parlé, le Graal, la carte de presse, effectivement, et qui permet de faire pas seulement que du baseball, puisque malheureusement, j'aimerais n'en faire que ça. Tu fais aussi d'autres sports. Je fais tous les sports en Île-de-France, notamment via l'agence Max PPP, qui est l'agence de la presse régionale quotidienne, pour lequel je shoote l'intégralité des sports des équipes qui visitent les équipes franciliennes.
Parfait. Merci beaucoup. Allez, on commence et on va profiter de ta présence en studio, Fabrice, pour revenir un peu sur les dernières actualités Sony cette année. Et tu vas pas te vexer, vous avez été relativement calme niveau boîtier jusqu'à il y a quelques semaines avec l'annonce du nouveau A1 Mark II. Par contre, côté optique, vous avez annoncé pas moins de 5 nouveaux modèles. Alors, si on fait remarcher un peu la machine à remonter le temps, en février, vous avez lancé un 24-50 mm f2.8 en série G, un 16-25 mm f2.8 aussi en série G au mois d'avril. Vous avez lancé un nouveau 16-50 mm motorisé en juillet, la seconde génération du ZV-E10 en juillet également. Au mois d'août, pourquoi au mois d'août? Pourquoi pas, après tout? Le 85 mm f1.4 G Master 2 et tout récemment, fin novembre, une très belle optique, un 28-70 mm f2 G Master et le A1 Mark II. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Julien Poupard, ambassadeur Sony, photographe de sport et spécialisé dans la photo de rugby. Il a eu la chance de tester en avant-première le nouveau A1 Mark II et nous partage son premier retour d'expérience. Ouais, donc j'ai eu la chance de tester, d'avoir en avant-première ce nouveau boîtier, là, un Mark II, sur une période de 3 semaines lors de la tournée d'automne du 15 de France. Donc j'ai pu l'essayer en différentes conditions, que ce soit entraînement, match, jour, nuit. Moi, ce qui m'a tout de suite agréablement, où j'étais agréablement surpris, c'était l'autofocus qui est, je trouve, encore plus performant. Il arrive vraiment à détecter vraiment les zones que je souhaitais choisir, parce qu'en rugby, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc avant, moi, j'étais beaucoup sur un collimateur très petit pour pouvoir avoir vraiment ce que je voulais. Là, l'autofocus vraiment comprend tout de suite ce que je veux. Donc ça, c'était un vrai plaisir. Ensuite, l'ergonomie. L'ergonomie, j'ai trouvé qu'il était, donc il reprend l'ergonomie de la 9.3 que j'aimais déjà, que j'appréciais beaucoup et que je trouve super agréable pour travailler. Donc, passer d'un A1 à un Mark II, j'ai trouvé un gain en confort, Et pour moi, le troisième truc important, c'était le pré-capture qui apparaît sur la 1, qui pour moi, j'ai trouvé, ouvrait vraiment des nouvelles perspectives. C'est pas une habitude que j'avais évidemment de travailler avec ça. Et c'est même un peu perturbant parce que ça ouvre une nouvelle manière de travailler et on a un peu l'impression de pouvoir remonter dans le temps avec ce boîtier. Donc c'est assez intéressant. La rafale est déjà très important pour moi, mais c'est vrai que la 1 Mark II a déjà une rafale suffisante pour le rugby. Pour le rugby, pour moi qui est mon sport que je suis à temps complet, on va dire, qui me suffit amplement. Pour d'autres sports, c'est vrai qu'avoir une rafale encore plus importante, c'est vrai que c'est ultra bénéfique. Après, moi, je suis très attaché à la résolution, donc c'est pour ça que j'adore la 1 et j'adore la 1 parce que ça me laisse quand même une liberté énorme derrière. Donc, je pense que les deux sont complémentaires, en fait. Moi, c'est vrai que dans l'idéal, avoir un boîtier de chaque sont ultra complémentaires. Bon, ça fait plaisir d'entendre Julien qu'on avait reçu il y a quelques temps aussi assez micro. Bon, Fabrice, sans rentrer trop dans le détail des specs techniques de ce boîtier, tu peux nous parler un peu de l'arrivée de ce A1 Mark II et du coup, j'imagine, de la nouvelle organisation des flagships Sony professionnels. Alors c'est vrai que l'Alpha One Mark II, c'était un peu une logique, hein. C'est-à-dire que la 9.3 inaugurait un nouveau boîtier, une nouvelle ergonomie. Il fallait qu'on mette un nouveau capteur. Alors c'est le Global Shutter, on en parlera après. Et c'est vrai que l'Alpha One devait être un peu réhabillé, remise à jour. Donc c'est pas autant l'Alpha One il y a 4 ans, c'était une vraie révolution. Autant là, on est vraiment sur une belle évolution. Ça devient un boîtier extrêmement mature, extrêmement pro. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans l'accueil que le produit a sur le marché. Voilà, l'accueil est plutôt très bon. Après, l'aventure avec Julien, elle est assez extra. J'adore Julien. Je l'ai un peu forcé la main, pas pour lui mettre dans les mains le boîtier, mais pour lui demander d'aller explorer le pré-capture. Parce que comme il l'a laissé entendre, et puis tu en parleras aussi tout à l'heure, le pré-capture, c'est un changement de philosophie de prise de vue.
c'est sans doute le truc, le game changer en fait pour l'avenir, pour les photographes d'action, de sport, d'animalier, c'est penser différemment la pratique de la rafale. On en reviendra tout à l'heure. Donc voilà, donc après les flagships dans la gamme Sony, c'est effectivement l'Alpha One reste un des flagships de par sa combinaison résolution, vitesse, rafale, pré-capture, bref, maturité. Et on sait qu'effectivement le 50 millions, les photographes l'adorent. Et puis effectivement la 9.3, il ouvre une porte incroyable de ce global shutter. Donc les deux sont vraiment en avant dans notre gamme et petit à petit, voilà, on fait comprendre aux photographes tout l'intérêt de ces deux boîtiers. Oui, puis Julien, il parle aussi de l'ergonomie qui rejoint celle de la 9.3. Donc finalement, ces deux boîtiers qui avancent maintenant en même temps. On a l'impression que vous êtes à une forme de maturité au niveau de l'ergonomie. Toi, tu es assez d'accord avec ça, Glenn, ou tu l'as un Mark II? Alors, non, mais j'ai eu... moi, je suis en Sony depuis 2019. Donc, j'ai connu la 9, la 9.2. J'ai eu aussi la 7R4. J'ai eu la 1, boîtier que j'ai surkiffé. Vraiment, voilà. C'est pour moi un boîtier... je pense que la plupart des gens vont le prendre comme un boîtier plutôt peut-être axé studio, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, puisque le fait de cropper à l'intérieur avec 50 millions de pixels permet d'avoir une image, c'est-à-dire qu'on a un 400 de 8 qui se retrouve à être un 600 de 8, ce qui n'existe pas dans la nature, on est tout à fait d'accord pour le dire. Voilà, mais l'ergonomie de la 9.3, moi, avec mes grandes mains, c'est un changement mais phénoménal. À quel niveau, concrètement? En fait, simplement, on a beaucoup plus d'espace pour les mains. Il y a ce bouton supplémentaire qui est customisable, donc le C5, très intéressant. Le fait aussi que le grip, puisque bon, encore une fois, je vous le dis, moi avec mes grandes mains, je peux pas ne pas avoir de grip. Le grip reprend exactement en fait les boutons en mode, on va dire en mode paysage du boîtier, ce que les autres grips et notamment sur la 1 ne faisaient pas. Donc c'est un changement complet d'ergonomie où on a l'appareil qui est beaucoup plus présent dans sa main par rapport aux anciens boîtiers Sony. Encore une fois, je le redis, vis-à-vis de moi, de mes grandes mains. Je me retrouve plus à avoir un boîtier type monobloc, même, et c'est là où moi, effectivement, j'ai eu un problème sur au départ, je me suis dit, ah ouais, je vais passer chez Sony, j'ai plus de monobloc. Et en fait, finalement, non, parce qu'en fait, on a les deux mondes. C'est-à-dire que quand on a besoin d'être discret, on peut enlever la prise, on peut enlever le grip. Et puis, quand on a besoin de l'utiliser, on l'a. Alors que quand on est sur un boîtier monobloc, on est un boîtier monobloc. Donc là, le point sur quand j'ai vu que la 1 sortait et qu'il avait le même grip que la 9.3, ouais, effectivement, c'est un bonheur absolu. Ça, c'est super important quand même aussi sur l'identité de la gamme Pro de la 1 Mark II et de la 9.3, c'est qu'on aurait pu penser, on aurait pu imaginer après la sortie chez les concurrents de leur flagship respectifs qu'un monobloc pourrait voir le jour, et là, vous assumez. C'est-à-dire que vous avez pris le parti de sortir des produits auxquels on peut adjoindre un grip. Ouais, ça fait pas mal d'années déjà que Sony assume ça. En fait, la volonté et la combinaison de la technologie Sony, elle est clairement affichée depuis pas mal d'années. C'est, on va dire, le meilleur rapport poids-puissance, si on peut en parler. Ouais. C'est-à-dire un boîtier qui doit être petit, parce que au final, certains photographes pros râlent de ne pas avoir un boîtier assez gros, mais nous, on les entend dans les salons. Hein. La majorité des gens râlent d'avoir du matériel trop lourd. Donc aujourd'hui, Sony se bat depuis des années, donc on arrive à l'aboutissement, parce qu'on peut faire de cet A1 Mark II, de cet A9 III, un boîtier monobloc ou pas, d'une certaine façon, plus gros, et pour autant, on peut resté très compact, très léger, avec les meilleures performances du marché. Si je peux ajouter, alors effectivement, quand on a un boîtier monobloc, on peut penser que en tout temps, quand on va se prendre des draches de pluie, oui, c'est sûr, c'est mieux. Mais moi, je peux le dire, hein, je suis sur tout temps en rugby, en football, Ligue 1, Ligue 2, top 14. J'ai jamais eu de problème de pluie qui pouvait rentrer via le grip. Ça n'existe pas. Donc en fait, si ça c'est un problème, en fait, ça n'en est pas. Mais on a les deux mondes, puisqu'on peut l'enlever pour être plus discret. Fabrice, ça fait quelques semaines maintenant que ce boîtier a été annoncé. Tu l'as dit toi-même, c'est plus une mise à niveau. Est-ce que du coup, cette mise à niveau dans la tête des photographes Sony justifie
le passage d'un A1 à un A1 Mark II? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on se posait très clairement, parce qu'effectivement, c'est aussi un flagship, c'est aussi un investissement pour un photographe pro. On sait que les conditions aujourd'hui sont pas Rappelle-nous simples. le prix, quand même, On d'un est boîtier à comme ça? 7 500 euros prix public en toute taxe. Donc, c'est clair. Pour répondre à ta question, la réponse est clairement oui. On le voit aujourd'hui sur le niveau de précommande, sur l'intérêt que portent les photographes, sur les différentes animations et présentations. Voilà. Il y a beaucoup. Je peux pas te dire combien, c'est un peu compliqué. C'est mais il y a un peu tôt, surtout. Ouais, c'est un peu tôt, mais déjà on voit des signes assez clairs à quelques semaines du lancement. Voilà, un réel intérêt pour cette technologie. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà convaincus l'Alpha One de par tout ce qu'il apportait, et puis voilà, en plus ils comprennent le côté maturité du boîtier qui maintenant offre quasiment tout de façon très professionnelle et pas des fonctions un peu tirées par les cheveux, des vraies fonctions qui sont utilisables à 100%. Le pré-capture, c'est RAW plus JPEG plus autofocus. Les 30 images secondes, voilà, il y a pas de, c'est jusqu'à 1 seconde, il n'y a pas de frein. On utilise 100% de son boîtier. Et ça, je pense qu'ils l'ont compris. Et vous maintenez toujours cette philosophie, si on peut appeler ça comme ça, de garder quand même le A1 première génération en gamme, comme vous le faites avec vos autres boîtiers ou pas? Oui, toujours. Il va être repositionné, du coup, oui, j'imagine, en prix? Oui, il reprend, il va être repositionné, il va être légèrement descendu en prix pour pouvoir avoir un gap, on va dire, acceptable entre les deux boîtiers. Mais effectivement, il continue sa vie parce que d'abord, ça permet d'offrir plus de possibilités de technologies de différentes générations à différents prix. Okay. Donc, voilà, c'est plus intéressant, je pense, pour le consommateur. Bon. On revient aussi quelques instants sur les nouvelles optiques, notamment le beau modèle qui est arrivé avec le 1 Mark II, 28-70 mm f2, constant, 3600 €. Bon, c'est un peu une prouesse optique, c'est l'optique de tous les superlatifs à tous les niveaux. Alors, le budget est cohérent par rapport au niveau de gamme de l'optique. Après, Sony se devait d'avoir en optique pro un zoom f28-70 à f2 pour avoir le maximum de luminosité, de bokeh. C'est tout ce que les photographes pro et vidéastes d'ailleurs recherchent pour remplacer le plus de focales fixes possible. Donc ça, la mission est faite. Et en plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est la façon dont cet objectif a été conçu. Sa formule optique est exceptionnelle, grâce aussi au moteur XD pour l'autofocus, puisqu'elle fait moins d'1 kilo. Et ça, c'est une autre prouesse qui est, à mon avis, très intéressante pour les vidéastes et les photographes. Et à l'inverse, il y a aussi des optiques beaucoup plus légères, donc notamment le 16-25 f2.8 et le 24-50 f2.8, plus légères, plus abordables aussi. Donc il y a cette volonté quand même d'aller vers des optiques plus abordables aussi. Oui, tout à fait. Alors, la série G, en général, elle est cloisonnée sur des focales similaires à la série G Master, mais au lieu d'être à f2.8 pour des focales zoom, on sera plutôt à f4. Mais on sait que voilà, le consommateur, l'utilisateur, le photographe, le vidéaste... veut du 2.8. Veut du 2.8. Le 20-70 f4, il est fabuleux, c'est vrai. Il est super. Ou alors, ça passe par des focales originales. Bah, t'as le choix, en fait. C'est-à-dire que soit tu proposes une série G avec une plage focale plus inédite, donc, au lieu de 24-70, tu fais 20-70 à f4. Mais difficile de faire en même temps du 2.8 et en même temps une plage plus étendue. Mais le 20-70 avec le 70-200 f4 G2, enfin, on prend un 7.4, ces deux optiques-là, on va dire pour quelqu'un qui veut déjà faire du sacré boulot, c'est juste incroyable. Mais là, effectivement, les 2.8 en série G, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réduit un tout petit peu la plage focale pour permettre une compacité très importante de l'optique, une légèreté, et on est allé chercher le 2.8. Donc on a deux petites focales et ça permet aussi d'être moins cher, plus abordable. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour être très clair, la monture E, elle est ouverte depuis 2010, d'accord, pour des fabricants tierces. Et vous avez autant d'objectifs en gamme Sony que d'objectifs en gamme non Sony. Donc pour nous, c'est aussi un milieu concurrentiel. Donc on travaille aussi sur des alternatives pour pouvoir proposer le meilleur de la technologie, qualité optique, vitesse de mise au point, en symbiose avec le boîtier, en restant bien sûr chez Sony, parce que l'avantage est là aussi pour le photographe. Fabrice, j'ai juste une question. En tant que photographe de sport, bien entendu, avec des salles parfois qui ont un éclairage, on va dire, catastrophique, quand tu dis que vous avez décidé de faire un 28-70 f2 pour la compacité, est-ce que ça veut dire que potentiellement vos ingénieurs auraient pu faire un 24-70 f2 ? Alors, c'est une question auquel je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas l'info. Alors après, en termes de compacité, c'est clair que le 28-70 f2, il est quand même plus gros
Il est plus joufflu, même si il est moins gros que certains autres de sa catégorie. Donc on reste petit. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire du 24-70 ? À quel prix, entre guillemets, en termes de dimension ? Non, de dimension à 2.8. Pour l'instant, j'ai pas la réponse sur ce sujet. Bon. Alors, quand on parle de technologie et de fonctionnalités liées à la photographie d'action, il faut prendre en compte beaucoup de choses et le point de départ de tout, c'est le capteur de l'appareil qui est associé à son processeur. Fabrice, au-delà de la définition image, est-ce que tu peux nous expliquer les 3 grandes technologies de capteurs que l'on retrouve sur les boîtiers Sony et qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques en termes de rapidité? Alors, juste pour faire rapidement l'histoire sur la technologie de capteur, qui d'ailleurs à chaque changement de technologie, Sony a toujours été au premier rang et souvent le premier à changer de technologie. Donc le capteur CMOS standard, on est passé au capteur CMOS qu'on appelle BSI, Backlight Sensor Illuminated, ou rétroéclairé, ce qui n'a pas de sens, hein, on comprend bien que ça se rétroéclaire pas, mais c'est en gros, on a passé la couche électronique de transition pour transformer le signal en image. Au lieu d'être entre les micro-lentilles et la partie photosensible, ce qui paraît être une aberration, on l'a passé en dessous. Okay. Donc, ce qui permet meilleur rendement en sensibilité ISO, meilleure dynamique. Ça, c'est fait. Ça, le premier, c'est l'Alpha 7R2. Personne ne l'a vu. Tous les capteurs sont comme ça aujourd'hui. Ensuite, ce que les constructeurs veulent aujourd'hui dans un appareil, c'est virer le miroir. En hybride, on l'a fait parce que c'est de la mécanique, ça bouge, ça s'use, ça coûte cher. Ce qu'on voudrait, c'est virer l'obturateur mécanique parce que c'est de la mécanique, parce que ça s'use, parce que c'est un nombre limité Ce d'extensions. qui existe sur le marché. Tout à fait. Donc, les générations qui commencent à permettre ça sont des générations de ce qu'on appelle de capteurs empilés. Alors, pourquoi on a fait des capteurs empilés ? Parce que les capteurs CMOS rétroéclairés, malgré tout, quand on leur faisait faire la photo, il y avait quand même un petit souci, il s'appelle le rolling shutter, c'est-à-dire que 100% des pixels ne se déchargent pas en même temps. Ça se fait ligne par ligne. Aujourd'hui, un capteur rétroéclairé, c'est ce qu'on retrouve sur un modèle comme l'A7 IV. Alors, tous les capteurs du marché aujourd'hui, je pense pas faire d'erreur, sont des capteurs BSI rétroéclairés. C'est juste une construction pour maximiser l'ISO, la dynamique. Okay. Donc ça, c'est par défaut. Ensuite, tous ont ce problème de rolling shutter, d'obturateur roulant, qui fait qu'au final, un obturateur mécanique résoudra tous les problèmes de déformation qu'on a. Hein. Ça peut être l'image de l'Artigue, même si c'était une autre époque, mais des déformations sur les sujets en mouvement. Les photos de baseball de Glenn. Alors là, des photos en animalier, des photos d'oiseaux avec les ailes déformées, des photos d'hélicoptères avec les pales déformées, des photos de golfeurs avec le club déformé, on sait. Donc on met plein de mémoire dans le capteur pour accélérer cette lecture. Il reste quand même des défauts, c'est-à-dire que c'est pas dans 100% des conditions qu'on peut avoir une image parfaite, et notamment on a aussi des effets de flicker, c'est-à-dire d'interférence avec des lumières qui seraient particulières, qui sont synchronisées avec le 50 Hz ou pas. Voilà. Et donc, la génération d'après, qui a été inaugurée par, bien sûr, l'Alpha 9 Mark III, donc c'est le Global Shutter. Donc, les capteurs empilés, on a ça sur la 9.2, on a ça sur l'Alpha One première génération, sur l'Alpha One 2, c'est toujours cette technologie-là. Mais le premier capteur Global Shutter, où 100% des pixels se déchargent en même temps, ce qui ouvre quand même des portes incroyables en termes de vitesse de capteur, de vitesse de prise de vue, de tout un tas de choses. Donc, c'est le premier qui permet de se passer officiellement à 100% et pas à 99,9 d'un obturateur mécanique. Et peut-être pour que les auditeurs comprennent bien, du coup, comment on différencie l'Alpha One Mark II et l'Alpha 9 III au niveau du capteur, justement, pour bien. Alors, c'est pour ça que c'est deux flagships aujourd'hui chez Sony. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je les positionne. L'Alpha One Mark II prendra donc le capteur haute définition 50 millions de pixels empilés. D'accord ? Rafale à 30 images par seconde pré-capture. La 9.3, aujourd'hui, première mondiale technologie Global Shutter qui, pour l'instant, n'existe en photo qu'en 24 millions de pixels. D'où le fait que ces deux boîtiers ne se superposent pas, ne sont pas interchangeables, mais sont complémentaires. C'est-à-dire que certains vont vouloir chercher la Rafale à 120 images par seconde, en RAW, plus JPEG, avec suivi AF, pré-capture 1 seconde, pour aller chercher des images exceptionnelles à 24 millions. Et d'autres vont utiliser le 30 images secondes, qui est aujourd'hui le cœur de ce qu'utilisent les photographes pro, mais avec la souplesse du 50 millions. Donc c'est les deux offres que proposent l'Alpha 9 III et l'Alpha One Mark II aujourd'hui dans une ergonomie identique, ce qui est très intéressant pour les photographes. Voilà. Donc, parallèlement à ces grandes technologies de capteurs qui diffèrent, si on met de côté vraiment la définition par la manière dont ils évacuent les données, grosso modo,
plutôt la vitesse à laquelle ils C'est ça. évacuent les données. Il y a aussi un élément qui est fondamental dès qu'on parle de vitesse de traitement, c'est les processeurs. Et de la même manière, côté processeur, selon les gammes de boîtiers, on n'a pas affaire à la même chose. Tu peux nous expliquer? Alors, il y a eu pour nous un changement de génération avec l'Alpha 7S3 qui s'est fait où on était sur un processeur Bionzix qui était un monoprocesseur et on est passé au Bionzixar qui est en fait un système à 2 processeurs. Alors, on ne dit pas biprocesseur parce que les 2 processeurs ne font pas le même travail. Ok. Il y en a un qui va plutôt s'occuper peut-être de l'affichage. Ils vont se répartir de façon... On a vu les nouveaux menus au passage, Et qui ont donc- été appréciés. Hein. Tout à fait. C'est arrivé avec les nouveaux menus, ce qui était extrêmement bienvenu parce qu'on partait d'une structure très complexe et aujourd'hui les menus sont quand même beaucoup plus simples à comprendre. Et l'ergonomie, c'est un point clé pour les photographes et les vidéastes. Donc ces 2 générations-là, et puis il y a une dernière génération complémentaire, c'est la puce IA qu'on a chez nous, donc qui est arrivée avec l'Alpha 7R5, qui est présente sur l'Alpha One 2, sur la 9.3, qui est présent aussi sur les Alpha 7C, en version plus, on va dire, conventionnelle, Alpha 7C2, Alpha 7CR, ZV1 aussi, et qui, elle, amène quelque chose en plus sur l'autofocus. D'accord ? Et même une dimension clairement essentielle. Hein, l'autofocus a besoin d'air, a besoin d'un processeur dédié pour pouvoir vraiment, non pas analyser juste et modéliser une tête et les yeux, mais modéliser le corps entier. C'est ce qu'on fait faire à ce processeur-là. Et donc, chaque travail va être fait par, d'une certaine façon, un processeur un peu indépendant, ce qui va laisser le boîtier complètement disponible pour le reste. Bah, ce qui est important vraiment de comprendre, c'est que une fois qu'on a fait que les ingénieurs de chez Sony ont fait des choix en termes de définition, technologie de capteur et on va dire nombre de processeurs qu'on met derrière, tout ça a un impact. Ça a un impact sur les fonctionnalités que va pouvoir proposer l'appareil, mais ça a aussi un impact sur tout le reste de la chaîne de l'appareil qui doit suivre, puisque finalement, même si on a un appareil qui est extrêmement véloce en rafale et en définition, je veux dire, si on a la F qui ne suit pas, si on a la mémoire tampon qui ne suit pas, si on a les cartes mémoire qui ne suivent pas, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut vraiment que tout soit cohérent. Alors complètement, et c'est ce qui en fait, ce qui en fonde, c'est des boîtiers pro. Et c'est vrai que globalement, un des goulets d'étranglement, maintenant, c'est plus la mémoire tampon, c'est plus la mémoire cache, c'est de moins en moins les cartes mémoire qui sont de plus en plus rapides. Et au niveau processeur, on est bien équipé. Ça va être l'entrée, ça va être le capteur. Et là, pour le coup, on est capable d'encaisser soit le capteur empilé 50 millions en RAW qui fait des images avec des RAW à plus de 100 mégas, ou alors la 9.3 en 120 images par seconde en RAW plus JPEG. On parle plus de flux maintenant que de... C'est ça, ouais. c'est ça. Mais en fait, Comme en vidéo, quoi. presque en vidéo, mais en tout cas, faut comprendre que toute cette technologie-là, elle n'a qu'un seul but, c'est de servir le photographe ou le vidéaste, hein, parce qu'on a parlé que de photos, mais on pourrait parler de vidéo aussi, et de faire en sorte que le boîtier soit complètement utilisable, et qu'à un moment donné, il n'y ait pas une fonction qui le mette en rideau pendant 1 minute, le temps qu'il finisse de vider les informations, etc. Donc c'est ça qu'on a sur les A1 A9 Mark III. Oui, et c'est pour ça, Glenn, nous souvent on reçoit des photographes ici, et quand on parle technique comme ça, souvent on nous rétorque, ah, c'est du chinois, voilà. Toi, tu suis ça de près, ça te parle tout ce qu'on dit? Alors, pour info, moi je pense qu'il y a 2 types de photographes. Il y a le photographe qui utilise, qui appuie sur le bouton et qui sait, enfin voilà, qui a on va dire une logique plutôt argentique de prendre des photos. Et il y a le photographe geek dont je fais partie. Alors c'est pas, geek, ça a toujours été négatif, mais moi je suis énormément parce que j'ai toujours voulu ne pas être, que mon matériel ne soit pas le facteur limitant. C'est très important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait où on va, si je loupe une photo, ça ne peut être que moi. Et moi, je peux m'améliorer. Si mon matériel, potentiellement, ne peut pas s'améliorer. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que Fabrice disait, c'est que c'est vrai à la fois sur l'A1 comme la 9 Mark III. J'ai pas essayé la 1.2, mais même si on met, et on était d'accord pour dire avec Arthur que effectivement un des facteurs limitants est peut-être la carte mémoire. Beaucoup trop de photographes ne pensent pas à avoir de bonnes cartes mémoire. Hein. C'est important non seulement en termes d'écriture sur la carte, mais aussi d'être sûr de fiabilité, ouais. De fiabilité. C'est important. Moi, pour avoir essayé les CF Express type B ou des SD, parce que parfois, il arrive qu'on soit une truffe et qu'on parte sans ces cartes mémoire et que j'ai toujours des cartes mémoire de secours dans mon sac.
mais ce ne sont pas forcément les CF Express type B. Et je shoot en SD. Et honnêtement, oui, bien entendu, le facteur qui va me poser le plus de problème, c'est l'écriture sur mon ordinateur. Mais ce n'est pas l'écriture sur la carte. Dans l'appareil. Ouais. Là, c'est des types A, non? Ouais, c'est des types A. Pardon. Non, mais c'est des types A. Pardon. C'est des types A. Ce qui nous permet, en fait, ce qui est très intelligent, encore une fois, c'est un choix d'ingénieur qui est sympa, c'est qu'on a 2 slots. Ouais. Et chaque slot est biformat. C'est ça. CF Express soit SD, ou SD, soit type soit A. les deux. Ça, c'est quand même. Et c'est des petits trucs, alors auquel la CF Express type B est un peu plus rapide, mais elle est aussi beaucoup plus grosse. Et en termes d'ergonomie, c'est quand même sympa d'avoir les 2 slots biformat. Bon, du coup, si on essaye de résumer, parce que moi j'aime bien calquer les choses sur des modèles, et je trouve ça assez intéressant de comparer un 2 d'un A9 et d'un A7R5, parce que finalement, c'est 3 boîtiers avec 3 philosophies différentes. Donc, sur cette histoire de capteurs, la technologie Exmor R, ultra haute définition sur l'A7R5 avec 61 millions de pixels et une rafale à 10 images par seconde. Ensuite, on a l'A1 Mark II, Exmor RS, Stack. pour le coup, stack, empilé, 50 millions de pixels avec 30 images par seconde en rafale. Et l'Alpha 9 Mark III, l'Xmor RS Global Shutter, 24,6 millions de pixels et une rafale jusqu'à 120 images par seconde. Donc selon le modèle qu'on choisit, on donne de la valeur à une ou plusieurs spécificités bien particulières. Complètement, hein, tu as tout à fait raison. Et puis on pourrait reprendre tout un tas d'autres produits dans notre gamme, comme la 7.4, qui se positionne à 33. Mais en gros, l'idée, c'est qu'effectivement, voilà, l'Alpha One Mark II, l'Alpha One Mark I et la 9.3 sont vraiment tout en haut de l'échelle sur la partie action, sport, nature, instant, décisif, etc. Ensuite, la 7R5, c'est un boîtier phénoménal puisque c'est celui qui a la plus belle définition du marché, à 60 millions. C'est un capteur d'ailleurs qui est utilisé dans tout un tas d'autres boîtiers, dont je tairai le nom, mais les noms... On les connaît. Mais ouais, ils sont faciles à trouver. Ils sont faciles à trouver. C'est un capteur exceptionnel. Ouais. C'est pas un capteur empilé, mais c'est un capteur exceptionnel. Une dynamique exceptionnelle, un piqué incroyable avec les optiques adéquates, 60 millions de pixels, une montée en ISO qui est tout à fait remarquable pour 60 millions de pixels. C'est un usage qui est moins... on va dire, ultra rafale à 30, etc. Ouais, mais attends, si on remonte 10 ans en arrière... Oui, je sais bien. 10 ans en arrière, à l'époque du réflexe encore, sur des boîtiers ultra pro, quand on était à 12 images par seconde, on était le roi du monde. Oui. Bon, maintenant, c'est 120. Non, les choses ont changé. Non, mais les choses évoluent. Et c'est vrai que ce que tu dis est vrai. Et en même temps, aujourd'hui, on est là pour ça, pour expliquer à quoi ça sert le 120. Mais ça, je pense qu'on en parlera juste après. Mais effectivement, beaucoup de photographes disent le 120. Ben non, je sais pas pourquoi, comment. Donc, mais ça, on va. Même c'est une vraie question. C'est une vraie question. Non, mais on nous la pose et on sait que c'est une question qui est dans la tête de beaucoup de photographes qui n'ont pas encore essayé, qui veulent pas aller, qui se disent que c'est de l'esbrouf. Mais en fait, on va expliquer que ce n'est pas le cas. Bon. Moi, je voulais juste dire, en fait, pour moi, la 7R5, comme la 7R4 et ainsi de suite, on est presque dans du pré-moyen format. Et en fait, ça, c'est important de le comprendre. Alors oui, effectivement, on peut faire un peu de sport. Bon, le problème de ce capteur-là va faire qu'on va avoir un rolling shutter qui va être quand même plutôt prononcé. En obturation électronique. Ça dépend des sports. Le rolling shutter, ça touche pas tous les sports. On est entièrement d'accord, mais ça quand même... vidéo, c'est un sujet. C'est un sujet, et à partir du moment où tu as quand même un sport de balle, tu vas quand même plus avoir ton ballon qui va être très très rond, ta balle de tennis ou ta balle de baseball ou ta balle de ping-pong. Tu es spécialiste de ça. Hein, moi, j'adore le poney personnellement. Mais bon. Oui, j'adore le foot. Il suffit d'avoir fait une rafale pour s'en rendre compte. Oui, mais si la tête du poney... Non, bref. Tu fais du polo en poney? Moi, j'ai fait du sport avec de la 7R4. Ça fonctionne. Faut arrêter. Et effectivement, Arthur avait raison. Il y a une époque où 10 images secondes sur un réflexe, c'était déjà waouh. Donc, il faut quand même pas non plus bouder son plaisir. On peut faire du sport avec la 7R4. Mais c'est pas un objectif. Enfin, c'est pas un appareil potentiellement dédié vers le sport. Allez, on va rentrer maintenant justement dans la pratique. Maintenant qu'on a bien parlé de la technologie des capteurs, ces technologies qui permettent de développer des fonctionnalités qui sont uniques sur ces appareils. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la photo d'action, donc on va se focaliser sur les vitesses maximales d'obturation, les performances en rafale et ce fameux mode de prédéclenchement si cher à Fabrice.
À quoi ça sert et comment est-ce qu'on les utilise? C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. On commence par les vitesses maximales d'obturation qui permettent donc de figer à un instant donné une action extrêmement rapide. Sur ce point, c'est logiquement l'Alpha 9 Mark III qui est en tête de peloton avec 1,80 millième de seconde en obturation électronique. Glenn, je me tourne vers toi. À quoi ça sert 1,80 millième de seconde? Bah, c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports où on a vraiment besoin d'avoir un 80 millième de seconde. Dans le cas de la 9 Mark III, le fait que l'ISO de base soit 250, et on m'a déjà posé beaucoup de fois la question sur des photos que je poste sur Instagram, certains photographes amateurs me demandaient mais pourquoi tu es à un 8 millième, un 10 millième de seconde? Bah oui, mais forcément, en pleine journée, en juillet, à 205, à 250 ISO, bah forcément, on va forcément monter plus. Alors, moi, je fais partie, j'estime que je fais partie de cette génération de photographes, alors notamment dans le baseball, où j'aime avoir la balle nette. J'ai toujours eu peu d'égards au niveau de la montée en ISO. Bref, je vais dire, je m'en fous. On n'est plus sur du réflexe où monter à 10 000 ISO était un problème parce qu'on avait un grain qui était plus supérieur à la netteté. Là, maintenant, avec quel que soit le boîtier qu'on puisse avoir, monter à 10 000 ISO, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas grave. Et j'en avais déjà parlé, notamment avec Guillaume Kivillier, sur le fait que la 9.3, parce que c'était, on disait, la 9.3, la montée en ISO, elle est pas bonne, machin, tout ça. Honnêtement, je veux dire, faut juste arrêter, quoi. Si l'exposition est bonne, la montée en ISO, elle est bonne. Bien entendu, on va se retrouver avec du grain dans les noirs, mais ça, n'importe quelle photo où on monte en ISO, on aura du grain, c'est tout. Mais on va pas regarder les coins. Ce qu'on regarde, c'est l'action, le personnage qu'on veut prendre en photo. C'est ça qui est important. Là, le fait que moi, ça me permette de monter notamment facilement à un 6400e de seconde me permet en fait, en tout et pour tout, dans mon sport de prédilection, le baseball, d'avoir la balle nette. C'est-à-dire qu'on voit les coutures. Beaucoup de photographes de baseball, et notamment et surtout aux États-Unis, qui viennent de l'Argentine parce qu'ils viennent d'un monde qui n'existait pas avec l'hybride, ont souvent privilégié des ISO bas. Mais du coup, ce qu'on se retrouve, c'est avec une batte qui est floue et une balle qui est floue. Moi, c'est pas ça que j'essaie de montrer. Mais c'est personnel. On pourrait très bien dire, ah ouais, mais si tu veux faire des tirages en très grand format, tu vas te retrouver avec ces ISO-là. Ouais, ok, mais pas grave. Et ça peut être un critère, ça, de choix d'un boîtier, justement, les vitesses autorisées par l'obturation électronique? Alors, oui et non. Enfin, oui, bien sûr, c'est important. Après, c'est vrai que le 1,80 millième, il donne le vertige. Aujourd'hui, on est plus sur des vitesses de caméra high speed qu'on utilise en laboratoire. Il y a un ambassadeur Sony espagnol, Diego Souto, qui a photographié une balle de fusil qui sort d'un fusil avec toute la partie couche d'air qui est complètement pliée. Donc après, oui, c'est sans doute un usage vraiment extrême. Mais il n'y a pas que le 1,80 millième sur la vitesse. C'est le fait que ça soit tous les pixels en même temps. Ça va apporter aussi la synchro flash, théoriquement jusqu'à 1,80 millième. Théoriquement, je dis bien, parce que la vitesse 1,80 est tellement faible qu'il n'y a quand même pas beaucoup de lumière qui rentre. Mais ça veut dire qu'on peut allègrement faire de la synchro flash à toutes les vitesses. Et donc ça, c'est une vraie révolution, parce que ça n'a jamais existé, même pas en obturation mécanique. Donc l'obturateur mécanique, à partir du millième ou du 500e, c'est un balayage en fait très rapide qu'on a. Et donc le flash est en mode high speed, comme on dit, donc il va faire un éclair faible puissance qui va durer plus longtemps. Là, on va synchroniser le moment du déclenchement avec le pic de l'éclair du flash. Et que ce soit un flash compatible Sony TTL, où la synchronisation se fait automatiquement, ou que ce soit un flash manuel de studio, où on peut gérer le délai de synchronisation pour être vraiment synchronisé avec l'éclair, ça se fait dans le boîtier. On peut faire de la photo au flash et gérer son ambiance versus éclair de flash, l'ambiance flash, qui est quand même la clé de tout un tas de photos de mode, de tout un tas de photos de pub, de tout un tas de photos assez extrêmement intéressantes en extérieur, aussi bien les filmeurs au ski qu'à la plage. On peut gérer des fortes lumières extérieures tout en ayant une bonne gestion de l'éclair au flash. Voilà. Donc ça, c'est une vraie révolution aussi.
Je pense que ce boîtier, il n'est pas là, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Son atout n'est pas sur un 80 millième. Pas que un C'est 80 millième. c'est pas que Oui, ça. mais ça décuple son champ finalement. Oui. Complètement, mais mais c'est c'est sport comme ça, là on passe au studio en extérieur. Quoi. Exactement, C'est c'est-à-dire qu'on peut faire une photo de flash avec l'impression qu'on est de nuit. Et c'est génial, mais c'est une utilisation, soit dit en passant, c'est un truc qu'on utilise une fois Ouais. par an. C'est pas ça. Par contre, il y a d'autres technologies derrière qui, elles, là, amènent l'utilisation de ce boîtier. Mais ce qui permet aussi de rappeler que tous ces appareils sont munis de deux systèmes d'obturation. Une obturation mécanique qui va monter, je crois, jusqu'au 1/8 millième de seconde au maximum, et cette obturation 100% électronique qui va pouvoir gérer tous les temps de pause plus courts que ce 1/8 millième, ou même tous les temps de pause si on souhaite avoir un appareil totalement silencieux. Alors, juste, la 9.3 n'a pas du tout d'obturateur mécanique. Que ce soit clair. Il n'en a plus du tout besoin. A9.3, Global Shutter, officiellement, il n'y a plus du tout besoin d'obturateur mécanique, quels que soient les temps d'exposition jusqu'au 1/80 millième. Et on peut envoyer nos auditeurs à l'émission spéciale qu'on a consacrée à la 9.3, Ouais, où il y a tout à beaucoup fait. d'infos. On parle beaucoup de synchro-flash aussi, d'ailleurs. Oui, c'est un sujet qui est intéressant. Certes, un peu niche aujourd'hui, mais j'invite beaucoup de gens à se remettre au flash. C'est juste magique, quoi. Et pour revenir sur l'Alpha One Mark II, qui donc n'a pas de global shutter, mais il y a le capteur empilé très rapide, on a quand même conservé un obturateur mécanique. Parce que, dans certaines circonstances, notamment avec des éclairages LED et du flicker, on a quelques soucis et on veut que le photographe pro puisse trouver toujours la solution. Mais effectivement, et ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que c'est vraiment un boîtier, l'Alpha One Mark II, complètement abouti, parce que qu'on utilise l'obturateur mécanique ou qu'on utilise l'obturateur électronique, pour des choix personnels de vitesse, de silence, etc. De son aussi, parfois. Voilà, exactement. Ça peut être un vrai choix. De silence, en fait, on aura la même qualité d'image. Souvent, dans certaines technologies, si on utilise l'obturateur électronique, on a une perte un peu dynamique, on a une perte sur le flou, etc. C'est pas le cas chez Sony. Okay. Les ingénieurs ont vraiment bien travaillé, donc on a vraiment le maximum de qualité dans toutes les circonstances. Bon, on continue. Et on s'intéresse désormais aux performances en rafale, dont on a déjà pas mal parlé depuis le début de cette émission. Ces dernières ont littéralement explosé, on l'a évoqué. Les très haut de gamme, derniers très haut de gamme réflexes orientés sport, tournés aux alentours des 12 images par seconde. Aujourd'hui, un Alpha 9 Mark III est 10 fois plus rapide et aligne 120 images par seconde. On vous propose d'écouter le témoignage du célèbre youtubeur Damien Bernal qui nous parle de l'intérêt de telle vitesse en rafale. Avant, là où on comptait quand même un peu sur la chance et on multipliait le nombre de photographes pour espérer avoir le bon cliché, aujourd'hui, on garantit presque que si tu es dans le bon angle, tu vas avoir la photo en fait. Et parce que tu vas être capable de découper le mouvement d'une manière assez extrême. Et là, sur les dernières technologies, c'est pas du luxe en fait sur certains sports. Moi, je parle avec des photographes de boxe parfois, ou d'escrime, la touche, elle est extrêmement rapide. L'impact et la déformation du visage, on a beau découper le mouvement sur 120 images par seconde, quand on regarde bien à la rafale, il n'y a que 2 ou 3 images où réellement on voit le fleuret qui est entièrement plié, la touche, où on voit le visage complètement déformé. On a vu une image, je ne me souviens plus de quel boxeur, là, il y a un mois, qui a fait le tour des réseaux, où on reconnaît, je crois que c'est Joshua, si je ne dis pas de bêtises, le boxeur, où on ne reconnaissait même pas le visage du boxeur, en fait. Il a une tête, on comprend l'impact, en fait, qu'a le coup de poing sur sa tête. Alors, la première question, est-ce que c'est pas trop? La réponse, c'est non, tout simplement parce que qui peut le plus, peut le moins. Et les constructeurs se sont adaptés et fournissent un bouton où ils appellent le boost de rafale, c'est-à-dire qu'en gros, tu n'es pas obligé de te mettre en rafale maximum en permanence et tu ne peux te passer en rafale maximum qu'à un instant précis où tu sais qu'il va y avoir un mouvement rapide. C'est des appareils photo qui sont soumis lorsqu'on va par exemple sur des terrains de gym avec Simone Biles qui tournent dans les airs à une vitesse affolante. 120 images par seconde, quand on discute avec les photographes sur place, c'est pas trop. C'est vraiment pas trop parce que ça va extrêmement vite. Donc évidemment, ça s'applique pas à tout le monde. C'est pour ça que c'est important aussi d'être raisonnable et de faire quand on n'en a pas besoin de le désactiver ou de l'utiliser qu'avec la touche devant. Mais sur certains sports, c'est vraiment pas du luxe en fait. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin?
Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'évolution est en marche et de toute façon, elle ne s'arrêtera pas. Donc, les constructeurs, ils ne vont pas s'arrêter. Je pense que c'est illusoire de penser qu'à un moment donné, on va s'arrêter. Après, peut-être que maintenant, on va faire appel à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous sélectionne automatiquement quelles sont les bonnes photos et qu'elle jette automatiquement toutes les autres. Cette ouverture à la fin. Glenn, du coup, je me tourne vers toi. 120 images par seconde, est-ce que ça te permet de faire des images que tu ne pouvais pas faire avant, que tu n'imaginais même pas essayer de faire? Alors, je dirais non, mais ça me permet de répéter à l'infini certaines images que je veux avoir. On en avait parlé ensemble. Moi, j'ai un carnet, j'ai un cahier des charges quand j'arrive sur un match pour la fédération de baseball, et j'ai des photos que je veux absolument avoir. À 30 images secondes, j'ai notamment parfois certains lanceurs qui masquent très bien leur balle, le lâcher de leur balle. Et en fait, à 30 images secondes, j'étais là et je perdais un temps infini à avoir 7 photos là où la balle sort à peine de la main. Voilà. Et il y a certains lanceurs où c'est très simple, parce que je sais pas, je suis peut-être mieux calé sur eux, et d'autres où en fait je passais un temps infini et je loupais donc automatiquement des choses que j'aurais pu prendre. À 120 images secondes, on n'en parle même plus. Je fais une rafale. Alors oui, bien sûr, je fais une rafale, j'ai 400 photos. C'est ça, en fait, il parle vraiment aussi de l'editing, Damien, c'est super intéressant. Oui, mais quand on est... alors, c'est là où je vais peut-être être pas d'accord, mais quand on sait ce qu'on a besoin, en fait, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est la photo. Derrière, moi, j'en ai 400. À partir du moment où il n'y a pas d'obturateur mécanique, que j'utilise pas d'obturateur mécanique, l'appareil, il perd. Il s'use pas. Il s'use pas. En fait, voilà. Donc, toi, si parce que tu as l'habitude, quelqu'un qui voit ça comme ça, 120 images par seconde, ça peut un peu faire peur. Ah non, mais ça, c'est pour ça que être photographe pro, c'est un métier. Voilà, c'est sûr. Moi, mes photos, il faut qu'elles soient délivrées. Quasiment 1 heure après, même pas 1 heure après la fin d'un match. Moi, j'ai pas le temps d'aller regarder mes photos, mais je sais ce que j'ai. Soit, effectivement, il y a la fonction de regarder une rafale et de regarder les photos, soit, moi, je me retape la rafale quand il y a un temps mort et je regarde et je sais ce que je veux, mais je sais quelle photo je veux. Mais je suis sûr de l'avoir. Ce qui me permet, en fait, j'ai fait juste 400 photos en 2 ou 3 secondes, à peu près, mais j'ai tout. Alors que à 30 images secondes, je me retrouvais à faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois en fonction. Et il y a même des fois, certains lanceurs, j'arrêtais parce que j'étais pas capable d'avoir la bonne image. Donc, je me satisfaisais d'une image qui ne me satisfaisait pas. De la même manière, quand on veut avoir la balle sur la batte, à 120 images secondes, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Alors, oui, c'est de la triche, si on peut comparer par rapport où, quand tu disais, on était à 12 images secondes. Oui, mais en fonction, ça n'est pas forcément ça, parce que c'est pas forcément de la triche, parce que même à 120 images secondes... C'est toi qui dis, hein. Ah ben mais moi, je le dis, j'ai pas de problème de le dire. Moi, ce que je veux, c'est la plus belle image possible. Alors, s'il faut, entre guillemets, tricher, je vais tricher, je vais utiliser les compétences de mon appareil. Mais même à 120 images secondes, en sport de batte, je suis pas sûr de l'avoir. Et il y a plein de fois où je l'ai pas. Et c'est comme ça. Mais après, c'est une frustration, on essaye. Après, j'ai ce que j'appelle moi des bons clients, c'est-à-dire que j'ai des gars sur lesquels je sais que je vais être calé plus avec eux et je vais l'avoir. Et oui, j'en ai beaucoup plus qu'avant, mais j'en ai pas à chaque fois que je sors 120 images secondes. C'est comme ça. Mais c'est un gain phénoménal et je ne l'utilise que dans certains sports. C'est-à-dire que je ne vais jamais shooter 120 images secondes sur du hand, sur du basket, sur du football, sur du rugby. Ça sert à rien. Damien précisait bien que c'est pas mal d'activer la touche qui permet de le solliciter juste quand on en a besoin et pas en permanence. Sur ça, pour vos auditeurs, il y a une possibilité, plutôt que d'avoir à appuyer en continu pour shooter à 120 images secondes, il y a une possibilité de locker la fonction sur les menus en personnalisant la touche C5. Et ça, moi, ça m'a changé la vie. Parce que toucher le C5 avec l'iPhone et déclencher, c'est 3 doigts. Ok, c'est pas facile. Voilà. Mais par contre, on peut locker, la garder, et une fois que c'est fini, on déloque, et c'est très intéressant.
Fabrice, comment tu sens les choses, toi? Tu crois que 120 images par seconde, là, on est au bout de l'histoire? Ou c'est que le début, tu as évoqué tout à l'heure des caméras high speed, ça monte à 1000, 1200 images par seconde. On peut rêver, imaginer ça un jour? J'en sais rien, je peux pas te dire, je vois pas tout à fait l'avenir, mais c'est vrai il y a un certain nombre d'années, quand on était tous les deux à l'école, hein, on se disait que 12 millions de pixels, on n'irait jamais plus loin et qu'on pouvait tout faire avec. Donc là, les choses ont bien changé depuis. Regarde, Glenn, ça lui irait, Non. plus de 120 Le images. monde a Alors, changé, mon Non, lapin. En fait, Je crois que 120, c'est bien déjà. Non, mais- Je vous dirai pourquoi. En fait, ce qui est intéressant dans le témoignage de Damien et ce que dit Glenn, c'est qu'au final, on ne peut pas utiliser un 120 images par seconde comme un 30 images par seconde. C'est-à-dire que voilà, si j'appuie avant qu'il va se passer quelque chose et que je suis à 120 images par seconde, sachant qu'aujourd'hui, la référence en sport, c'est quand même pas 12, hein. On est plutôt à 30 aujourd'hui. Ouais. Hein. 30, bien fait, avec un suivi correct, etc. Donc 30, ça fait te dire 4 fois plus d'images. C'est-à-dire que mon buffer, si je commence ma rafale avant en espérant qu'il se passe quelque chose, il va se remplir 4 fois plus vite. Utiliser 120 comme un 30 images par seconde, c'est suicidaire. D'abord, l'appareil va pas tenir, les cartes vont pas tenir parce qu'on va faire une rafale, 2 rafales, 3 rafales, 4 rafales, l'ordinateur va exploser et même le photographe, au tri des images, va pas y arriver. Donc, le 120 images par seconde, en fait, il s'utilise différemment. Il s'utilisera, on va le voir tout à l'heure aussi avec le pré-capture, mais il s'utilise surtout sous forme de one-shot déguisé. C'est-à-dire, on va prendre 120, comme tu disais, Glenn, pour avoir à un moment donné l'impact de la balle sur la batte, pour avoir la balle à une position précise, pour avoir, comme le disait Damien, le visage du boxeur qui est, au moment de l'impact, se fait déformer. Et là, le 120 images par seconde va nous permettre d'avoir 1, 2, peut-être 3 images. Donc et l'appareil est conçu pour ça. C'est-à-dire qu'on va se faire entre 200 et 400 images, peut-être. Et en fait, si on cherche quelque chose, on va afficher les images sur le boîtier en mode pile, parce que sinon, c'est pareil, tout le monde décède, ça marche pas, c'est ingérable. Et derrière, on va rentrer dans la pile, visionner les images façon film, s'arrêter sur les quelques images que l'on veut, parce que c'est celles que tu recherches, Glenn. Je verrouille, je jette le reste. Je publie, j'envoie. Donc, tout est conçu au niveau du boîtier pour faire ça. Donc, c'est un changement de philosophie. Mais c'est un game changer parce que ça permet au photographe d'aller chercher une image et de faire ce qu'on appelle une sélection positive de ces images plutôt que de relire image par image et d'enlever celle qu'il ne veut pas. Il va aller choisir celle qu'il veut. Donc, c'est une sorte de one-shot déguisé. Donc, c'est une autre philosophie, ce 120 images par seconde, qui est très complémentaire aux 30 humainement acceptables en temps normal. C'est un outil supplémentaire et il faut le voir comme ça. C'est pas. Et tu as raison, on peut pas tout shooter à 120. D'abord, parce qu'on sature le buffer. Derrière les cartes. Alors bon, ok, on est d'accord, on n'est que sur du 25 millions de pixels. Les cartes, elles se chargent pas aussi rapidement que sur un 50 millions. Mais ça n'empêche. Je veux dire, ce serait complètement aberrant de tout shooter à 120 images secondes. Ça n'a aucun sens. Par contre, quand on sait l'utiliser, c'est un outil qui est indéniablement ultra efficace. Bon. Qu'on soit à 30 ou à 120 images par seconde, pour que ça soit utilisable réellement sur le terrain, ce genre de technologie, il faut évidemment que l'autofocus soit au niveau et suive la cadence, sans mauvais jeu de mots. Fabrice, tu peux nous parler un peu de tout ce qui a été développé ces dernières années par Sony au niveau de la F, de l'intelligence de la F, pour accompagner finalement ces cadences en rafale démentielles? Alors, ça se fait au niveau du boîtier, d'accord? C'est la fameuse puce IA qu'on a développée parce qu'on avait déjà des algorithmes à base d'IA. Alors, l'IA, on nous le rabâche tout le temps, mais l'IA, en fait, ce sont simplement des algorithmes bien conçus avec un processeur rapide pour pouvoir appliquer l'algorithme. Et en fait, cette puce IA, elle va permettre de modéliser le sujet à reconnaître, la forme à reconnaître. Alors, jusqu'ici, on faisait le visage, on modélisait le visage, l'axe du nez, de la bouche, des yeux. Et même si la personne avait les yeux fermés ou des lunettes, on pouvait reconnaître les yeux. Sauf qu'à un moment donné, quand le sujet est loin, quand l'oiseau est loin, on a du mal, on n'a pas assez d'informations. Donc, on est passé à la puce IA, dédiée pour ça, qui, elle, fait une grosse puissance de calcul. Et d'ailleurs, c'est aussi un pari sur l'avenir, parce qu'on pourra y mettre plein de bases de données différentes. Et elle va pouvoir analyser le corps entier humain dans sa dynamique de déplacement. Et si je reconnais le corps, je sais où est le haut, le bas, je sais où sont les membres, je sais où est la tête, et même si la personne a un casque, j'aurai quand même les yeux.
D'accord ? Et on fait ça pour les animaux, le corps entier, l'orientation du corps, la tête, les yeux. Pareil pour les oiseaux, pareil pour les trains, les voitures, etc. Donc c'est en fait une énorme performance de l'algorithme. Soit, maintenant, l'algorithme est là, le capteur est rapide. Effectivement, plus le capteur est rapide, mieux c'est. Mais il faut que devant, on mette un objectif dont le système électromécanique tienne la route. D'accord ? La vitesse de l'autofocus, quoi. La vitesse de l'autofocus, elle est faite par l'algorithme et la vitesse du processeur, mais par, on va dire, l'exécutant de la mise au point en vrai, qui est l'objectif qu'on met devant. Et c'est là où les technologies Sony sont assez exceptionnelles, puisqu'on a été parmi les premiers à faire ce qu'on appelle les moteurs linéaires magnétiques, c'est-à-dire plus de système de rotation, plus de système de vis sans fin. On est sur un système où, en fait, les blocs optiques qui servent à la mise au point, soit 1, soit 2, en fonction, sont mis sur des petits rails simplement de guidage, et on a 2 moteurs, un de chaque côté, pour être parfaitement symétriques, qui sont sans contact, uniquement électroaimants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ils sont petits et puissants. Ça veut dire qu'on va pouvoir en mettre 2 ou 4 dans une optique, et comme ils sont tout petits, on n'est plus contraint dans la formule optique par avoir un gros endroit au centre de l'optique pour faire le système AF. On peut le mettre à plusieurs endroits. Donc le bénéfice, il est total. On a des formules optiques nouvelles, plus ingénieuses, plus souples, des optiques plus légères, des qualités optiques meilleures et un système autofocus encore plus rapide. Et quand on a l'exécutant de l'algorithme qui permet de suivre à 120 images par seconde sans problème, on a tout gagné. C'est pour ça, c'est aussi l'intérêt des objectifs Sony. C'est aussi pour ça que voilà, on a les séries G et les séries G Master et que ça fonctionne en symbiose avec le boîtier. Alors, moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, parce que moi, je viens d'un monde avant d'être passé à Sony, où le 50, le 85, le 135 étaient considérés comme des objectifs de portrait. Et donc, ces objectifs avaient parfois des lacunes à faire le focus clairement. Moi, je me retrouve sur certains sports où je suis très prêt à faire des images de sport à 30, 60, alors pas 120 parce qu'on revient, mais on va dire à 30 images secondes, mais je pourrais les faire à 60 ou à 120, avec un 35 1.4, avec un 50 1.2 ou un 135 1.8. Et honnêtement, ça change tout. C'est juste extraordinaire. À quel niveau tu dirais à grande ouverture, du coup? Et tu fais la bien sûr, toujours. bien sûr. C'est-à-dire que le but... Et d'où l'intérêt d'aller aussi haut en obturation électronique aussi. Exactement, parce que le but, en fait, en photo de sport, c'est d'isoler le sujet par rapport à son fond. La plupart du temps, les fonds dans des enceintes sportives sont dégueulasses. Donc on les floute. Donc, il faut les flouter. Ça veut dire on floute les pubs, on floute les gens. Ce qu'on veut, c'est isoler le sujet de façon à amener les yeux du futur lecteur à regarder l'action que l'on a isolée. Si on est à 1.8 et que le fond il est vraiment dégueulasse, c'est pas grave. On est à 1.8. Et alors, bien sûr, à 1.8, on aura la tête nette. On n'aura peut-être pas les bras aussi nets que ça, mais on aura une photo qui est extraordinaire. Et ça, honnêtement, encore une fois, je ne suis pas un fanboy ni quoi, mais honnêtement, ça, c'est quelque chose que Sony a ouvert avec ces moteurs. Et c'est extraordinaire. C'est fluide, ça ne fait pas de bruit, et ça fait des photos juste extraordinaires en photo de sport, avec par exemple un 51.2. 51.2. Qui est assez compact, d'ailleurs. Pour le coup, oui, c'est sûr que c'est... Étonnamment. Exactement. Juste pour rebondir un mot sur ce que tu viens de dire, Glenn, parce que c'est vraiment essentiel. Et si on remonte un tout petit peu dans l'histoire, en fait, déjà le fait d'avoir un système hybride, c'est-à-dire l'autofocus ne se fait pas par un capteur séparé du capteur normal, mais se fait sur le capteur d'image déjà. Ça permettait déjà d'utiliser tous les objectifs, on va dire très lumineux, à pleine ouverture. Parce qu'on n'avait pas ces problématiques de léger décalage d'autofocus qu'on avait souvent dans ces gammes d'avant. Donc ça, c'était le premier game changer, c'est l'hybride. Et effectivement, les moteurs XD, les moteurs magnétiques, plus les algorithmes, c'est la clé pour pouvoir utiliser à pleine ouverture, même dans des conditions de mouvement très rapides, sans perte de mise au point. Bon. Et on a l'expérience dans le viseur aussi, qui est importante, surtout sur des grosses séquences en rafale, à 30, à 60 ou même à 120 images par seconde. Comment ça se matérialise, Fabrice, dans le viseur quand on fait une séquence comme ça? Alors, si on parle effectivement, c'est un des facteurs des capteurs empilés, du fait d'utiliser l'obturateur électronique ou du global shutter, c'est de ne plus avoir l'obturateur mécanique qui va se fermer entre chaque image. Donc déjà le bruit,
déjà la limitation de la vitesse, C'est l'usure des mécanique. repères, tout ça aussi. Hein. Oui, oui, mais bien sûr, c'est clair. Donc là, effectivement, ça veut dire qu'en gros, c'est le capteur qui, lui, va s'occuper de se fermer, de s'ouvrir. Mais en fait, il perd jamais le contact. Donc en fait, on n'a aucune perte, on n'a aucune rupture de la visée. La visée, elle est totalement continue. Et comment on voit, du coup, enfin, comment on Alors, ressent bah, les voilà. choses, quoi. Enfin, C'est tu très vois. perturbant pour des gens qui font le saut direct aujourd'hui de réflexe à hybride pro. Là, je peux vous dire qu'il se passe des choses dans la tête parce qu'il n'y a plus de repère de bruit. Alors, on peut toujours mettre un Si bruit. on peut le simuler. Hein. Oui, on met un bruit électronique. On a quelques choix. On peut aussi mettre, chez nous, on met un espèce de cadre qui va scintiller très légèrement dans l'image pour, si on enlève tous les bruits, au moins avoir la sensation visuelle. Mais c'est une adaptation à prendre. On l'apprend assez facilement. Mais derrière, effectivement, encore une fois, il faut s'adapter. Entièrement d'accord. Étant passé du réflexe aux hybrides, en fait, j'ai dû mettre un mois et demi en 2019 à m'y habituer. Le truc, c'est qu'après, on peut plus s'en passer. Parce que ce que le viewfinder te donne en hybride, en fait, te permet de voir ton expo, permet d'avoir des informations que tu ne peux pas avoir sur un pentaprisme. Et en fait, c'est juste phénoménal. Et alors, bien entendu, hein, moi j'ai vécu l'évolution entre la 9 première génération et la 9.3. On a multiplié par 3 la définition de viseur là. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes aujourd'hui vous avez le viseur le plus défini du marché. Et ça aussi, c'est équilibré sur la 9.3 et sur. C'est le même, c'est la 1 Mark II 9,4 millions de points. Mais je veux dire, la définition est une chose. Hein, c'est pareil pour l'écran arrière. Oui, tu as raison. Mais ce qui est important, tout, hein. ça va être la fréquence de rafraîchissement, ça va être, on va dire, le grossissement oculaire, le dégagement. Tout ça, c'est un facteur, la façon dont les couleurs sont rendues, dont les détails. Donc, il n'y a pas que la définition. Mais oui, on commence à avoir aujourd'hui des technologies de viseur qui sont juste incroyables. Et comme tu dis, c'est à l'époque, moi je défendais le what you see is what you get, qui ne vient pas de l'univers de la photo, on imagine bien, mais c'est exactement ça. Je mets en noir et blanc. Ça fonctionne bien avec l'hybride en tout cas. Ben, ça colle bien. Et en fait, je me mets en noir et blanc, je me mets en format carré, même si c'est moins conventionnel. Mais même Fabrice, c'est même pas ça. Quand t'es pro, parfois, tu fais une photo, on va dire à 1/2 millième, tu repasses et tu dois faire un portrait. T'aurais été en réflexe. Tu changes pas ton expo parce que en fait, t'en as plein la tête parce que t'as déjà 2 heures de match dans les pattes, tu vois, et tu prends ta photo et en fait, quand tu regardes ta photo, elle est toute noire, quoi. Et là, tu dis merde. Alors que avec le viseur électronique, en fait, tout de suite, tu dis mais putain, t'es vraiment trop nul, quoi. Pourquoi t'as pas changé ton expo, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, oui, c'est un gain de temps phénoménal. Merci. Bon. Et puis, pour terminer, il y a cette nouvelle fonction de pré-déclenchement qui permet à l'appareil de littéralement remonter le temps et commencer sa séquence rafale avant même que le photographe ait appuyé sur le déclencheur. On peut dire que ça change même la philosophie de l'instant décisif. Il n'est plus question de le saisir, cet instant, mais d'indiquer à l'appareil quand il vient de se terminer. On écoute le photographe animalier Sébastien Montulé nous en parler. En fait, c'est un système qui permet de récupérer la seconde après avoir déclenché, jusqu'à 1 seconde. Donc en fait, ce qui est possible de photographier comme de la photographie instantanée, de la photo dynamique, notamment animalière ou sportive, va trouver tout son intérêt, puisque souvent, quand on déclenche au moment, par exemple, un oiseau qui décolle d'une branche, souvent on déclenche et malheureusement, il est trop tard. Dans un autre contexte, ça peut être aussi un écureuil et qui bouge. À un moment donné, il est statique et on ne sait pas à quel moment il va le bouger. Donc, on a tendance à déclencher forcément trop en avance ou trop tard. Ce système va permettre justement de capter l'instant précis qu'on avait malheureusement loupé auparavant. Pour moi, 1 seconde, c'est intéressant puisque c'est souvent le temps qui nous manque pour réussir la fameuse photo. Sur l'Alpha 9 Mark III, on a même 120 images sur cette seconde. Donc, ce qui permet vraiment de décortiquer un petit peu l'action. Alors après, ça peut paraître excessif. Moi, pour ma part, les 30 images qui sont utilisées avec le Sony Alpha One Mark II sont largement suffisants. Pour avoir utilisé la première version du Sony Alpha One,
j'étais obligé pour faire justement avoir le décollage de l'oiseau, j'étais obligé de lancer une série de rafales. Malheureusement, quand j'arrêtais la rafale, souvent l'oiseau décollait. Donc il y avait une grosse frustration. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire philosophiquement si c'est pas un petit peu dérangeant. Pour moi, c'est pas dérangeant dans le sens où on est toujours maître du déclenchement. On a l'appareil dans les mains, on a le viseur, voilà. C'est pas une détection automatique où l'appareil est posé sur un trépied et on s'occupe de rien. Donc pour moi, c'est philosophiquement, pour cette technologie-là, ça me dérange pas, puisqu'on ne va pas récupérer non plus 10 minutes de photos avant. C'est vraiment un instant, c'est une seconde, c'est rien, c'est pas grand-chose. Donc pour moi, ça me dérange pas. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette fonctionnalité de prédéclenchement. On va commencer par prendre ton avis, Glenn. C'est un gadget ou c'est une révolution, ce truc? Non, c'est une révolution et c'est la raison pour laquelle j'ai revendu mes 2A1 pour acheter 2A 9.3. Alors, pas que. En fait, je reviens, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à 120 images secondes. Est-ce que c'est de la triche ou pas? Est-ce que le pré-capture, c'est de la triche ou pas? Mais en même temps, à une époque où les réflexes n'avaient pas d'autofocus, quand on a amené de l'autofocus sur les réflexes, est-ce qu'on a considéré ça comme de la triche? Non, on a considéré ça comme une évolution. Encore une fois, c'est un outil par rapport à qui va aider, et là je parle vraiment du pro, qui va aider le pro à faire son travail et qui ne va pas remplacer le travail du pro. Je pense que, j'en ai pas parlé avec Julien Poupard, avec qui je suis ami, mais moi je sais que par exemple une des utilisations que j'ai du pré-capture, c'est quand on a une touche au rugby, on ne sait jamais qui va la prendre, si c'est devant, derrière ou pas, sans le pré-capture. On est incapable. Enfin, alors si, on va le faire parce qu'il va y en avoir 40 des touches dans un match. On va en avoir une. Mais clairement, c'est compliqué. Moi, le pré-capture, pour moi, il m'aide aussi sur certains gestes au baseball où le gars, il va revenir sur sa base. Maintenant, c'est pas magique. Et je pense qu'il faut aussi dire quelque chose, c'est que le pré-capture ne fonctionne qu'à partir du moment où on a commencé à faire l'autofocus sur le sujet. C'est ça, il faut concrètement tu expliques à l'auditeur comment ça Voilà. marche. Parce Donc, en qu'on fait, se dit, pré-capture, mais du coup, voilà. j'ai même Et plus en besoin de fait, prendre la photo. L'oiseau va exactement. décoller, j'ai C'est- la photo. Quoi. C'est pas de la vidéo. Le pré-capture, soit on utilise le bouton iPhone derrière et on le maintient, soit on maintient à mi-course, ce qui est quand même plus compliqué pour utiliser le pré-capture à mi-course, du bouton de déclenchement. Là, effectivement, on va se retrouver à figer son sujet, donc figer l'autofocus sur le sujet, et quand on va déclencher, oui, on aura entre 0,01 seconde et 1 seconde les images que l'on aura, entre guillemets, loupées, puisque ça aura déjà été enregistré. Mais si on touche à rien, il n'y a rien qui se passe. C'est pas l'appareil qui va faire la photo. Il faut que le photographe ait prévu et déjà anticipé de choisir le sujet sur lequel il va aller. Sinon, si le sujet il est à gauche alors qu'on a pris le sujet qui était à droite, on n'aura pas de photo. Ça n'existe pas. Donc, c'est un outil supplémentaire pour se permettre d'obtenir une photo qu'on n'aurait pas pu parce que tout va trop vite. Et dans le cas de notre cher photographe animalier, bien entendu que pour lui, c'est extraordinaire. Parce que lui, son sujet, probablement, il l'a déjà dans le cadran. Bon, moi, c'est sûr que si je prends, ou comme Julien, on prend du rugby, on ne sait jamais où ça va aller, ou du football, où on ne sait pas où ça va aller, ou du handball, encore pire, on ne sait pas où ça va, c'est plus compliqué. Mais ça permet d'avoir aussi, et c'est ça, parce que dans la photo de sport, on a tendance à parler de photo d'action, mais il n'y a pas que de la photo d'action. Il y a des moments où on va prendre un joueur en attendant qu'il ait une réaction. Moi, avant le pré-capture, il y a des fois où je loupais. Parce qu'en fait, je déclenchais pas assez vite par rapport au gestes qu'il faisait. Un coach qui va gueuler, un coach qui va montrer du doigt, ça, avant le pré-capture, je l'avais pas. Donc, il aurait fallu que ça faisait aussi un peu partie de la poésie de ce métier et des aptitudes des photographes et ce qui pourrait différencier, entre guillemets, sans jugement évidemment, un excellent photographe d'un photographe un peu moins bon. Alors non, parce qu'en règle générale, on provoque la chance. D'autant plus avec le pré-capture. Alors maintenant, on est plus sûr de passer. Moi, je vous rappelle que mon métier, c'est de faire des photos. Hein.
C'est pas de les vendre accessoirement. et Mais- de les vendre accessoirement à des agences. Non, mais ça veut Moi, dire que tu si- l'utilises tout le temps, désormais. Tu parles du coach qui monte le doigt, ou etc. Ça veut dire que t'es Oh, toujours je prêt à dirais, l'utiliser. je dirais que je l'utilise dans 70% des cas. Ah, quand même. C'est Ouais. beaucoup. Pourquoi? Ah oui, ça paraît énorme. Mais ouais. Je suis mais surpris. en fait, pourquoi? Parce que quand tu te retrouves à photographier, par exemple, du basket, où tout va très très vite, d'accord? Entre le moment où, même si tu as l'habitude, faut pas oublier, hein, on a tous une journée de travail, parfois on a fait autre chose avant, on peut être fatigué, on peut être dans des ambiances qui sont dures, avec du bruit. Voilà, on est d'accord, je suis d'accord Arthur, hein, peut-être que je suis pas le meilleur photographe du J'ai monde. pas dit ça. Mais je veux dire, peut-être qu'il y en a qui sont plus rapides à déclencher que moi. Mais disons que ça te donne une liberté de te dire, même si je suis fatigué, que j'y arrive pas, peut-être que là, je l'aurai. Et donc, peut-être que je vais délivrer la photo qui me permettra d'éviter de rester, encore une fois, sur, je sais pas, quand on est photographe, on a un cahier des charges à rendre et on a des photos à rendre. Une fois qu'on a coché toutes les photos, on peut aussi se focaliser sur quelque chose de plus artistique. Et ça, c'est aussi important. Parce que sinon, si on fait, on est juste un pousseur de clic, hein. On fait du clic, du clic, du clic. Et c'est pas ça le métier de la photo. Mais par contre, on est payé pour faire un job. Et donc, il faut les photos. Donc, le pré-capture permet, quelque part, d'aller plus vite sur le reste. Bon, on va t'écouter maintenant, Fabrice. Quel sur regard ce tu portes sujet. là-dessus? C'est intéressant parce que tu as ta casquette Sony, mais tu as aussi fait des études de photo. Donc, comment tu le vois tout ça? Alors, C'est glissant comme terrain. Hein. Ah non, c'est pas glissant. Non, c'est magique la photo avec Sébastien qui vient de parler là. On a eu une aventure assez incroyable il a pris en main le boîtier et surtout il nous a emmenés pour une vidéo qu'on a faite au Mans, dans un jardin secret, je ne citerai pas le nom, dans lequel il y avait des écureuils. Moi, j'ai fait mes premières photos d'écureuils. C'est Et juste... alors, des frissons? Ah, mais c'est extraordinaire. C'est chouette, hein, comme Mais image. oui, alors que j'ai été photographe pro, mais sur des choses complètement différentes. Donc, c'est aussi merveilleux de découvrir l'univers de chaque photographe. Après, c'est vrai que l'enjeu du pré-capture, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, je pense qu'il est vraiment stratégique pour les photographes de demain. Mais ça demande effectivement de changer un peu l'approche. D'accord ? C'est-à-dire que au lieu de faire, que ça soit à 30 ou à 120 images par seconde, hein, j'entends les deux, mais au lieu de faire, en gros, de déclencher, en espérant qu'il se passe quelque chose, peu importe, hein, que ça soit du sport, du basket, du rugby, que ça soit du tir à l'arc. Alors pour le tir à l'arc, c'est très amusant parce que on peut toujours espérer que la personne décoche la flèche. Hein. Mais bon, donc on attend qu'il se passe quelque chose. Je déclenche, ok, donc je viens de me faire entre 100 et 200-300 images, je relâche. Il s'est rien passé, donc j'ai une rafale. Hop, je recommence, etc. Donc ça, c'est la pratique aujourd'hui de la photo quand on ne sait pas quand l'événement va se passer. Et des fois, on ne sait pas. Et puis, voilà. Et par contre, là, on va se dire, je vais accepter d'être en retard dans certaines situations. C'est-à-dire de voir ce qui se passe dans mon viseur. Je suis concentré, j'ai appuyé sur un iPhone, je suis l'action, et au moment où il va se passer quelque chose, je suis en retard. Eh oui. Mais c'est là que c'est intéressant. Avec le pré-capture, si j'appuie en étant en retard, je vais remonter une seconde en arrière. Alors, le pré-capture, c'est pas Sony qui l'a inventé. Hein. Non, et vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls à le faire sur le marché. Absolument pas, voilà, exactement. Mais la façon dont on le fait dans les boîtiers Alpha One Mark II et Alpha 9 III, elle est juste parfaite. C'est sans compromis. Hein. Alors, exactement. C'est-à-dire que, alors, jusqu'à 120 images par seconde pour la 9 Mark III, jusqu'à 30 pour l'Alpha One Mark II, en RAW plus JPEG, avec suivi autofocus. Donc, on a tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un pré-capture full option, sans souffrance. Et derrière, en fait, l'appareil remet à l'image 1, qui est le moment où j'ai déclenché, moins le temps que j'ai mis jusqu'à une seconde, et donc je prends mon image comme si c'était n'importe quelle image. Quitte à perdre un peu de magie, comme le disait Arthur, de ce fameux la quête de l'instant décisif. Alors c'est ça, Francis Bompard. On devient presque plus des opérateurs que des photographes dans ces cadres-là, mais ce qui n'est pas forcément péjoratif, attention. Non, mais je discutais avec Francis Bompard au Salon de la Photo, qui était venu nous rendre visite, quelqu'un d'assez incroyable qui nous disait...
c'est plus du jeu vos appareils, c'est trop facile. Et c'était absolument poétique ce qu'il disait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec des fonctions comme ça qui sont en fait des assistances d'une certaine façon, eh ben on va avoir de façon statistiquement beaucoup plus élevée la photo que l'on recherche et la photo qu'on ne peut pas avoir autrement ou qu'on rate la majorité du temps. Et aujourd'hui, ce que tu dis Glenn aussi, c'est important, c'est-à-dire que dans le métier, on est là aussi pour sortir des images. C'est un métier concurrentiel. On veut sortir une plus belle image qu'un autre photographe à côté. L'image Graal, qui statistiquement est quand même très compliquée à avoir. Mais ce qui est un petit peu perturbant, c'est que si on se projette un peu dans l'avenir, et puis si on regarde la trajectoire que ça prend, Damien Bernal l'a effleuré en fin de capsule avec pourquoi pas un jour peut-être une intelligence artificielle qui va nous aider dans l'editing sur ces séquences absolument monstrueuses, mais rien n'empêche que quand vous aurez amené cette durée de pré-capture à 3, 4, 5 secondes, pourquoi pas même en continu d'une certaine façon, on pourrait imaginer que votre puce IA soit capable d'apporter ce fameux déclenchement automatique qui sera terrifiant. Alors, je vais te faire 2 réponses. D'une part, sur le déclenchement automatique, si tu remontes un peu dans l'histoire, il y a un appareil Sony qui faisait ça, qui s'appelait le Party Shot. Ah oui, qui tournait en plus. Donc, le déclenchement automatique, ça date pas d'hier chez Sony. C'était de la détection de sourire, hein, c'était quand même différent. C'était de la détection d'orientation de visage, et l'appareil tournait, repérait, il déclenchait quand à un moment donné, il avait une scène qui lui plaisait. Et ça n'a pas marché de ouf, hein, on va pas se mentir. C'était peut-être un peu avant-gardiste, je te l'avoue, à l'époque, mais juste pour dire que ce sont des choses qui existent, qu'on pourrait mettre en place. Mais aujourd'hui, l'IA, entre guillemets, telle qu'elle est conçue par les ingénieurs Sony dans les boîtiers Sony, c'est un algorithme puissant, mais qui ne va pas, on va dire, évoluer ou remplacer le photographe. C'est-à-dire qu'il a une façon d'être utilisé. Le photographe va apprendre à comprendre comment il s'utilise. Et ensuite, c'est le photographe, ou l'idéaste d'ailleurs, c'est le boss. Aujourd'hui, bon, après, on va pas prévoir l'avenir. Non, mais on voit quand même cette espèce d'orientation d'assistante qui est hyper intéressante, hein, mais qui peut faire peur aussi un petit peu. Profitons des technologies qu'on a aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est ça le plus important. Au moment où ça arrivera, et je pense que ça sera pas tout de suite, surtout sur des appareils pro, on verra. Il faut les utiliser à bon escient, en fait. C'est un peu comme pré-capture ou 120 images par seconde. Oui, alors moi, ce que je voulais vous dire, il faut juste remettre l'église au centre du village. Une photo, c'est pas 30 images secondes. Si l'exposition elle est pourrie, t'auras 30 images secondes de photo pourrie. Bah oui, non, mais c'est vrai. T'as raison de rappeler ça quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 réglages à faire quand même. Il y a quand même 2-3 réglages à faire. De plus, moi, je bosse pour plusieurs agences. Les besoins de certaines agences sont pas identiques. L'IA, il faudrait que je leur rentre. L'agence Intel, c'est ça qu'ils recherchent. L'autre agence Intel, ça... Mais tu auras cette capacité. Mais je sais pas si j'aurai cette capacité parce que, en fait, on a tous peur de Skynet. Hein, je pense qu'on n'y est pas très très loin. À un moment donné, il faut peut-être aussi qu'on garde notre côté humain et qu'on puisse choisir. En fait, avoir la liberté de choisir. Moi, l'IA, ça doit être un service, pas une obligation. Voilà. Allez, on va conclure là-dessus. Merci Fabrice, merci Glenn pour toutes ces explications. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Fabrice Abuaf de Sony France et le photographe Glenn Gervaux pour cette émission consacrée aux technologies Sony au service de la photo d'action. Fabrice, Glenn, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Fabrice. Rappelle-nous les 3 technologies de capteurs que l'on peut retrouver dans les boîtiers Sony et ce qu'ils permettent de faire en termes de rapidité de traitement. Alors, les 3 technologies phares qui, d'une certaine façon, s'ajoutent les unes aux autres, c'est bien sûr le 2015 le capteur BSI, rétroéclairé, qui équipe tous les capteurs aujourd'hui sur le marché, un peu quel que soit aussi le type de marque, et chez nous aussi. Le capteur empilé, donc qui est, on va dire, une réponse à la volonté de supprimer l'obturateur mécanique, et qui est un peu le dernier élément mécanique d'usure dans les boîtiers hybrides. Ça arrangerait bien tout le monde à plein de niveaux.
Et donc voilà, capteur stack empilé. Chez nous, c'est Exmor RS, S comme stack, reverse pour rétroéclairer. Et bien sûr, le capteur RS Global Shutter, qui est un peu le Graal du capteur, pour le coup, qui peut vraiment se passer d'obturation mécanique, où 100% des pixels se déchargent en même temps. Donc ça, c'est la 9 Mark III. Donc la 1 Mark II pour le stack, 50 millions, et la 9 Mark III pour le Global Shutter, sachant que c'est une première mondiale et que ça ouvre des perspectives assez intéressantes pour vraiment les photographes d'action ou les photographes inventifs, on va dire, qui trouveraient dans cette technologie, est-ce que ça offre des opportunités de photos assez incroyables. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs quel est le phénomène du rolling shutter et en quoi ces 3 technologies de capteurs influent différemment sur ce phénomène? Alors un capteur classique non empilé ou non global, à qui on voudrait bien faire la photo intégralement, dont l'obturation, structurellement une conception qui fait que en fait les pixels vont se décharger ligne par ligne, un peu comme ce qu'on avait dans la télé d'avant, où on prenait une photo de la télé, on voyait le balayage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une différence temporelle entre la photo prise par les premières lignes et par les dernières lignes. Donc si je prends en latéral un poteau, il va être penché. C'est le rolling shutter qu'on voit beaucoup en vidéo. En photo, ça gêne moins, mais malgré tout, ça gêne dans les photos d'action, dans les photos de mouvement, dans des photos où ça peut gêner assez fortement. Donc ça, c'est le rolling shutter. Le rolling shutter, théoriquement, on pourrait en avoir aussi en obturation mécanique, mais l'obturateur mécanique est quand même plus rapide dans son balayage. Donc, le capteur empilé va permettre, on va gaver de mémoire le capteur pour accélérer cette lecture. Ça sera toujours pas 100% des pixels qui se déchargent en même temps, ça c'est le global, mais le capteur empilé permet quand même malgré tout d'accélérer 20 fois, 30 fois la lecture pour essayer d'avoir le moins de déformations possible. Presque plus, mais il y en a quand même encore, et il y a surtout des interférences, ce qu'on appelle le flicker, avec les problèmes de fréquence des sources lumineuses. Glenn, certains boîtiers Sony proposent des vitesses d'obturation maximales, sous-entendu des temps de pause extrêmement courts, très élevés, 1,32 millième de seconde, voire 1,80 millième de seconde. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel cadre d'utilisation ces vitesses peuvent avoir un intérêt ? Le principe, encore une fois, si on fait de la photo d'action, c'est d'isoler son sujet le plus vite possible. Alors, pour avoir photographié, par exemple, des colibris, je sais qu'il faut être au moins à 1,8 millième de seconde. Donc, ce qui est quand même beaucoup, ce qui est plus que pour beaucoup de sports. Le principe, encore une fois, c'est vraiment de figer le sujet dans l'action. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Bien entendu, 1,32 millième, je ne suis pas sûr de l'avoir utilisé très souvent, 1,80 millième encore moins. Par contre, effectivement, moi j'utilise avec la 9.3, mais pour les raisons spécifiques de la 9.3, je n'ai pas de souci à utiliser 1,8 millième, 1,10 millième de seconde. En fonction si on est en juillet, en pleine journée avec du soleil. Voilà. Donc, surtout avec des optiques lumineuses, on en a parlé pendant l'émission. Surtout avec des optiques au 51.2, tu peux être créatif grâce à ça. Je pense 51.2, effectivement, en plein été, je pense que je monterais largement à 1,32 millième. Mais effectivement, à partir du moment où on utilise le 302.8, le 402.8, oui, on va monter effectivement facilement en haute vitesse. Tant qu'on en est à parler de vitesse d'obturation, on peut parler aussi de vitesse de synchronisation. Et à ce niveau-là, le A9 III change un peu la donne. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, le Global Shutter, en fait, apporte quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, jamais. Hein. Souvent, on voulait retrouver ce qu'on avait avant, mais là, pour le coup, ça ouvre des portes. La synchro flash à très, très haute vitesse, sans perte de puissance du flash, ou en tout cas sans que le flash soit obligé de travailler dans son mode qu'on appelle high speed, où il y a une grosse réduction de puissance. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est ce que propose le Global Shutter. En capteur empilé, sur l'Alpha One Mark II, on monte à 1/4 centième de seconde en synchro flash. Théoriquement, sur le 9.3, on peut monter jusqu'à 1/80 millième. Sachant que moi, j'ai déjà fait pas mal de tests en photo extérieure avec des flashs Sony, qui sont des flashs Cobra commandés en radio, donc pas d'une puissance non plus extraordinaire, mais j'ai fait des photos synchro flash au 1/40 millième d'une basketteuse en train d'essayer de dunker, et c'est vrai que ça crée un univers assez sympa. Donc voilà, ça rouvre le thème du flash dans tous les domaines possibles, que ce soit du mariage. Alors qu'on l'a enlevé sur tous les appareils, c'est marrant. On a tout enlevé. On a presque oublié un petit peu cette magie de l'éclairage. C'est magique le flash. En fait. Bah ouais, c'est la photo aussi, quoi. Enfin. Exactement. Donc c'est un univers particulier. J'ai pas forcément les clés aujourd'hui de tout ce qu'on peut faire avec. Je pense qu'il y a des tas de photographes qui vont trouver les idées avant moi. Encore une fois, c'est un outil supplémentaire. Exactement.
Glenn, le nouveau Sony A1 Mark II est capable de monter à 30 images par seconde et le tout récent Sony Alpha 9 Mark III est lui capable de monter à 120 images par seconde en rafale. Qu'est-ce qu'on peut faire à 120 images par seconde en rafale qu'on ne peut pas faire à 30 ? Avoir le choix entre 3 photos. C'est simple. C'est vraiment décortiquer un mouvement quasi absolu. Alors oui, bien sûr, hein, on en parlait, on peut peut-être monter encore plus loin. Moi, je pense que 120 images secondes, c'était juste phénoménal, puisque c'est quand même du slow-mo. Hein. Mais oui, ça permet simplement d'avoir le mouvement décortiqué et d'avoir l'image que l'on veut à l'instant où l'on le veut. Ça ne s'applique pas à tous les sports, ça ne s'applique pas en permanence, mais c'est encore une fois un outil supplémentaire qu'elle a à la disposition du pro et de l'amateur s'il en a besoin. Fabrice, à quel type de compromis on va être confronté quand on travaille à 120 images par seconde, par exemple, avec un Alpha 9 Mark III ? Compromis humain. Non, les compromis, il faut s'adapter. C'est-à-dire, comme toute nouvelle technologie, le 120 images par seconde ne s'utilisera pas comme un 30 images par seconde. Il ne peut pas. D'accord, c'est comme on disait Glenn, c'est une sorte de one-shot déguisé. Donc, on va l'utiliser à un moment donné pour aller chercher un instant, parce que comme on a 4 fois plus d'images, on n'est pas en 120 en vidéo, hein, on est en 120 en RAW, en plus JPEG, en 24 millions de pixels. Donc, on a beaucoup plus d'informations, c'est une vraie photo. Et donc, on va aller chercher en fait un instant qu'on n'aura pas, ou statistiquement, assez rarement, à 30 images par seconde. Ou peut-être l'image qu'on cherche depuis 20 ans, ou je sais pas. Ça va forcer un peu effectivement le sort, et on va réussir à avoir très facilement cette image-là. Et en fait, là où ça change en termes d'usage, c'est qu'il faudra apprendre à shooter peut-être moins longtemps, juste pour avoir cet instant, et puis derrière, surtout, à faire une sélection positive des images. C'est-à-dire, on n'est plus en train de jeter celles qu'on veut pas, on va dans la pile d'images et on va sélectionner celles qu'on veut garder, celles au pluriel, parce que ça peut être 1, 2, 3, 4, mais c'est comme ça que ça s'utilise le 120. Donc, ça demande aux photographes pro, effectivement, une évolution. Un apprentissage. De toute façon, tout changement nécessite aussi un petit peu de souplesse, mais ça vaut vraiment le détour. Et je le rappelle, ça ne donnera pas une image bien exposée. Donc, c'est pas 120 images secondes, il faut rappeler, l'exposition, c'est la base. Ce que tu dis est très intéressant, je voulais rebondir tout à l'heure là-dessus. C'est très important de comprendre qu'effectivement, c'est quand même le photographe qui est aux commandes, c'est le photographe qui gère son expo, c'est le photographe qui vise au bon endroit. Mais c'est rassurant de le rappeler quand même. Mais oui, mais on a oublié. Important parce que moi, le premier... Rassure-nous quand même, à 120 images par seconde, on a l'exposition automatique et l'autofocus automatique. Mais bien automatique. sûr, tu as tout ça, tout est automatique, on est d'accord. Mais c'est juste que si le photographe cadre pas au bon endroit, si le photographe ne cadre pas au bon endroit, l'image ne sera pas là. Donc il faut à un moment donné être toujours à l'affût, toujours avoir ce talent. Et c'est le photographe qui est derrière l'appareil. Et l'appareil est un outil avec un certain nombre de fonctions, bien sûr, faites pour faire de plus belles images. Le Sony Alpha 9 Mark III et le nouveau Sony Alpha One Mark II intègrent une fonctionnalité de pré-déclenchement qui permet littéralement de remonter le temps. Fabrice, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, le pré-capture, pré-déclenchement, c'est vraiment une fonction simple. Encore une fois, c'est pas Sony qui l'a inventé, ça existe déjà depuis bien longtemps. L'idée, c'est d'être en veille sur l'appareil, c'est-à-dire soit j'appuie à demi sur le déclencheur ou sur le bouton iPhone, selon comment j'ai paramétré mon boîtier pour suivre mon sujet. Donc, j'ai mon autofocus qui suit le sujet. J'ai paramétré le pré-capture au préalable jusqu'à 1 seconde si c'est mon choix. Et tant que je n'appuie pas à fond pour prendre mon image, les images, en fait, ne sont pas enregistrées sur la carte mémoire, mais tournent et se remplacent sur une boucle d'1 seconde dans le buffer de l'appareil. Et une fois qu'il se passe ce qui se passe devant l'objectif et que je décide d'appuyer un peu en retard, certes, parce que l'événement s'est passé et mon temps de réaction est là, j'appuie et à partir du moment où j'appuie, il prend la rafale le temps que j'appuie et il enregistre la rafale qui est dans le buffer jusqu'à 1 seconde, donc 30 images sur la One Mark II, jusqu'à 120 images en RAW plus JPEG avec le suivi AF dans l'Alpha 9 Mark III et il nous remet à l'image numéro 1. À l'usage, à la relecture, dans la sélection qu'on va faire, il est très très important de mettre l'affichage par groupe. Comme ça, chaque rafale va être identifiée par une image d'entrée. On va rentrer dedans, on va la lire en mode lecture, film, vidéo, et c'est beaucoup plus facile à consommer, et c'est surtout beaucoup plus facile pour sélectionner les images que l'on veut garder en les verrouillant. Glenn, tu peux nous donner un exemple concret et implacable qui met en avant la pertinence de ce mode de pré-déclenchement ?
Alors oui, le premier, c'est dans mon sport de prédilection. Parfois, j'ai des lanceurs qui cachent ce qu'on appelle la motion, c'est-à-dire leur lancer. Le baseball, donc. Hein, Au on baseball, oui, rappelle. pardon. Et donc, du coup, je veux la photo où la balle sort à peine de la main. Or, certains joueurs sont décalés par rapport à ce que moi, je peux appuyer. À 120 images secondes, je l'ai. Et une fois que je l'ai, je passe à autre chose. Pour terminer, Fabrice, comment se positionne le nouveau Alpha One Mark II dans le haut de gamme chez Sony ? C'est notre flagship avec la 9.3. Ce sont les deux flagships que l'on a. L'Alpha 9.3 donc, et l'Alpha One. Deux combos complémentaires. Hein. C'est bien ce qu'on a pu observer aujourd'hui à l'usage de photographes en Sony. C'est que l'un ne remplace pas l'autre. À la sortie de l'Alpha 9.3, les personnes déjà équipées d'Alpha One première génération n'ont pas revendu leur Alpha One. Ils sont équipés ponctuellement d'un 9.3 supplémentaire. Et après, effectivement, voilà, deux boîtiers complémentaires. Il y a Glenn qui bouille d'intervenir. Là. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Je voulais en fait rappeler le fait et le plaisir de shooter avec un A9 III, c'est qu'en tant que global shutter et en tant que photographe de sport, comme on en a parlé, isoler son sujet, j'avais ce déplaisir avec entre guillemets avec l'A1 d'avoir les bornes lumineuses sur le tour des stades, les LED, ouais. Qui n'étaient pas rafraîchies et qui de temps en temps sur une belle photo en fait attiraient l'attention. Alors après je sais, je suis peut-être un psycho du fond, mais en attendant oui c'était un problématique. La 9.3 permet en fait de ne plus avoir ce souci puisque comme tout est prêt en même temps, les panneaux LED sont prêts en même temps quel que soit l'âge du panneau LED. Et ça, c'est un bonheur absolu, puisqu'en fait, ça fait partie de l'enceinte sportive, mais du coup, on n'a plus ces rayures de LED que l'on pouvait avoir. Ouais, c'est les effets de flickering. Ouais, exactement. Et ça, c'est véritablement un bonheur. Voilà. Merci Glenn, merci Fabrice. C'est le moment de la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Glenn, Fabrice, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, tout à fait. Première question pour toi, Glenn, qui nous vient d'un dénommé Christian. C'est quoi la feature qu'il manque encore à Sony en termes de photos ? Waouh. Bah vas-y, 50 millions de pixels, global shutter, ah oui, images par seconde, bien quoi. sûr, 50 millions de pixels, global shutter. Voilà, ok. Voilà, 50 millions de pixels, global shutter. Un Alpha 91, quoi, un truc comme ça. Non, mais oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas une feature. C'est pas. Il manque plus grand chose là maintenant. La 9.3 te donne tout. Effectivement, le problème, c'est que quand on crop sur un match, la 9.3 te donne un fichier à 10 millions, alors qu'avant la 9.1 te donnait 24 millions. Voilà. Donc oui, c'est ça. C'est pour ça que les deux cohabitent, parce que bon, mais on est entièrement d'accord. Deuxième question pour toi, Fabrice, et tu vas beaucoup l'aimer. Elle nous vient d'une dénommée Claire. Quand est-ce qu'il arrive le Sony Alpha 7 Mark V ? Bonjour Claire, je serais ravi de pouvoir te répondre. Malheureusement, je n'ai aucune information à délivrer sur ce sujet. Je suis désolé de cette réponse ultra politique, mais on espère tous que de toute façon, il y ait des successeurs à tous les produits qu'on sort en gamme. Sinon, je perdrais mon boulot. Moi, à la place de Claire, j'aurais rajouté un R entre l'Alpha 7 et le 5. On l'a déjà, le R. Ce sera la même... pardon. Pour le 6. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon désolé Claire. Troisième question pour toi, Glenn, qui nous vient d'une dénommée Héloïse. Quel est le meilleur joueur de baseball de tous les temps ?
Bonjour Héloïse. Alors moi mon club de cœur c'est les Giants, donc je dirais c'est soit Willie Mays, soit Barry Bonds. Après potentiellement le meilleur joueur de tous les temps, je pense qu'on est en train de le voir à l'heure actuelle, c'est Shohei Ohtani aux Dodgers. Pardon, excusez-moi, je déteste les Dodgers. Voilà, c'est ma réponse. Mais autrement, moi je mettrais Barry Bonds pour plein de raisons. J'ai assisté à un match de baseball une fois, un voyage aux États-Unis. J'ai trouvé ça très beau, très intéressant, mais j'ai absolument rien compris. C'est très compliqué comme sport. Je comprends pas grand-chose. C'est pas plus compliqué que le football avec la règle du hors-jeu, je vais te dire. Auquel je ne comprends absolument rien. D'accord. 4e question pour toi, Fabrice, qui nous vient de Wayne Gartner. Arrivée du pré-shot sur la 1 via mise à jour de firmware, possible ou pas? Alors, j'ai aucune idée si c'est possible ou pas de faire le pré-capture sur l'Alpha One aujourd'hui. Et j'ai pas d'infos du tout sur ce sujet-là. Donc, voilà, un peu compliqué pour moi de répondre à cette question-là. Je pense que si ça avait été possible, les ingénieurs l'auraient déjà fait. Ouais. Ah oui, tu crois. Ouais, je pense. Bon, on attend la fin du chrono quand même. Et pour terminer, une question de médecin, une question qui tue. Fabrice va pas pouvoir répondre à cette question, donc elle est pour toi, Glenn. S'il ne devait y avoir qu'un seul flagship chez Sony pour toi, Alpha 9 Mark III ou Alpha 1 Mark II? Waouh, pourquoi j'ai des questions aussi compliquées? À aujourd'hui, je dirais l'Alpha 9 Mark III. Pourquoi le Global Shutter? C'est ce qui change tout, en fait. L'A1 Mark II est, j'en suis sûr, un boîtier exceptionnel. Mais le Global Shutter ne peut pas être remplacé. Et ça, pour moi, ça devrait être le A0 chez Sony. Voilà. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Fabrice, Glenn, grand merci d'être venu dans notre studio pour parler de ton travail, Glenn, de ton expérience et Fabrice, de toutes ces technologies que Sony développe et implémente dans ses boîtiers professionnels. C'est le moment des actualités respectives. Chez Sony, il y a de l'ODR dans l'air jusqu'à la fin de l'année. Oui, beaucoup de promotions un peu partout. Donc voilà, vous pouvez aller voir chez votre Même après le Black Friday, ça continue. Oui, toujours. Il y a Noël, hein. En général, on ne sait pas. Puis après Noël, il y a les soldes. Puis après... Non, voilà, il y a toujours des périodes promotionnelles intéressantes, pas toujours sur les mêmes produits. Donc allez voir votre vendeur préféré. Et puis voilà, de poser-lui les questions. Il y aura toujours une promotion pour vous aider à acquérir le matériel que vous avez envie d'utiliser. Bon, et tu reviens dans notre studio en mars ou en avril pour une émission spéciale sur le Sony Alpha 7 Mark V? Écoute, je reviendrai même sans aucune actualité si tu m'invites pour débattre d'autres sujets technologiques. Tu connais, j'adore ça. Parler de photos flash. Tiens, Parler de ce que tu veux. Glenn, ton actualité en ce moment? Ah bah moi, du sport. Après, on a un peu d'actualité de news politique en ce moment, j'ai l'impression. Et puis, 2025, je relancerai mes workshops de photos de sport que je fais depuis maintenant 2 ans. Ce sera peut-être l'occasion de venir en Tu fais ça parler. où? En région parisienne aussi? Ouais, complètement, ouais. Mais j'ai dans l'optique de pouvoir, parce que je me déplace quand même beaucoup avec la Fédé française un peu partout en France, de pouvoir aussi le faire. Là, je le fais surtout avec certains magasins parisiens, mais comme ce sont des chaînes, potentiellement, on pourrait le faire en province aussi. Voilà. Bon, c'était super de te rencontrer en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui clôture la saison 9 du podcast Faut pas pousser les ISO. C'est le moment des traditionnels grands remerciements au nom de toute l'équipe du podcast. Merci pour commencer à tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux saison après saison et qui, pour une grande partie, nous écoutent depuis presque 5 ans. C'est incroyable. Nous allons normalement, tout début 2025, franchir la barre symbolique du 1 million d'écoutes. Merci aussi évidemment à tous nos invités qui viennent à nos micros toutes les semaines pour échanger et partager tant de savoir avec nous et nos auditeurs. Merci aux partenaires de ce podcast qui lui permettent d'exister et en particulier aux partenaires de cette saison 9. Merci Benjamin d'être toujours à mes côtés.
à ces micros dans ce studio. Et merci évidemment à Vincent, le producteur de ce projet. Et merci à toi, Arthur, qui anime avec brio cette émission. La saison 9 du podcast Faut pas pousser les ISO, c'est terminé. On vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous donne rendez-vous en mars 2025 pour découvrir la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous en mars 2025 pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.